Les gens qui arrivent aujourd'hui apprennent peut-être un SEO qui est très white, parce que ça a évolué vers ça. Mais je pense que c'est dommage. Je pense qu'il faut quand même, passer par des formations comme celle de Paul Sanchez, notamment sur le Black Hat. Ça t'apporte justement des choses, et notamment des choses qui marchent encore quand même un petit peu aujourd'hui, pour avoir ta panoplie un peu complète du SEO. Quelles sont les pages qui reçoivent le plus de jus sur le site? Et ça, c'est souvent corrigeable avec des problèmes techniques, mais c'est aussi en faisant du ménage interne. Ça, c'est assez facile avec des outils comme Screaming Frog ou autre, de déterminer quelle page est la plus maillée. Si tu vois que c'est pas tes pages importantes qui sont les plus maillées, c'est un problème. Et donc, comment faire pour le faire, et que ce soit avec mettre des liens dans le menu, dans le footer, ou dans des pages importantes type CGV Contact, les bonnes petites astuces. Mais de faire croire aux gens, et notamment aux SEO qui démarraient, que c'est ça le SEO, c'est se tromper. C'est des cas exceptionnels. Une balle dans le pied. La plupart des gens qui veulent émerger, qui veulent sur Nike, des requêtes e-commerce, des requêtes traditionnelles, et ben il va falloir regarder grâce à des outils comme je sais pas, SEO Server ou Bamartex sur ça, regarder combien de backlinks, combien de contenu, avoir des KPI très concrètes de ses concurrents. Le SEO, c'est pas être le meilleur, c'est pas suivre des tutos, c'est juste faire un peu mieux que les autres. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est avec François. Je vous dis pas son nom de famille parce que je vais le dire dans la présentation après, et vous allez voir, c'est assez rigolo. Avant de vous le présenter, mon petit Thomas, comment tu vas? Écoute, ça va très bien. Et en plus, je crois que j'ai un petit indice sur mon t-shirt du nom de notre invité. En plus. Je donne l'indice maintenant. Mais bref, du coup, on est avec François Dragon. Comment tu vas, François? Ça va super, écoute, c'est un plaisir d'être ici. J'étais vraiment un écouteur assidu de la première saison, donc très content de venir participer à la deuxième. Très cool. Plaisir, merci ça fait beaucoup. plaisir, ça. Content ça. de te recevoir ce matin. Donc François, t'es né le 26 octobre 1988. T'es né à la même date que Julia Roberts, pour info. Waouh. Mais elle est pas née en 88. Comment tu te situes par rapport à cette info? Vous avez fait aux courses, je savais pas, j'avais aucune idée. C'est fier en fait, c'est plutôt cool. C'est beau. Et du coup, comme on l'a dit, ton nom de famille permet de un peu de briser la glace assez facilement. Ça doit être pas mal avec les clients, ça doit être assez pratique, donc très cool. Du coup, toi, t'es autodidacte SEO, tu fais un peu de dev aussi, il me semble. Ouais, en fait, j'ai commencé vraiment quand j'avais 15 ans, chez moi le soir, je faisais des sites internet. J'étais très geek, très jeu de rôle à l'époque. Je sais pas si vous vous rappelez, vous étiez peut-être même trop jeune vous, mais à l'époque, c'était sur des forums qu'on jouait à des jeux de rôle. Hmm. Et du coup, j'avais développé mon jeu de rôle en PHP. Et donc voilà, au début, j'étais plutôt dev. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que pour avoir des joueurs, il fallait que je fasse de l'acquisition. Et donc, j'ai fait du SEO. À l'époque, je pense qu'on disait même pas vraiment le terme SEO. Ouais. Mais en gros, j'étais sur Google, quoi. Très cool, ouais, très cool. C'était quel genre de jeu que t'as C'était fait? un jeu de rôle post-apocalyptique. Ok. Et du coup, j'étais premier sur jeu de rôle post-apocalyptique. Oh, énorme. Très C'est cool. long, traîne un peu, mais bon, à l'époque, j'étais super fier à 15 ans. C'est Très beau. bien, ouais. Ouais. C'est beau. Donc, Et le ouais, jeu, donc, tu l'as développé tout seul Ouais, alors c'était sur PHP PP, moi, pour ceux qui regardent, vraiment, s'il y a des gens qui Ouais. connaissent, je crois que plus personne n'utilise ces technos-là. Mais j'avais custom en HTML, en PHP et tout, et C'est beau, ce stuff-là. j'avais plusieurs centaines de joueurs quand même. Et pour l'âge, franchement, j'étais hyper fier. Ouais, très cool. Bravo. Bel Et accomplissement. Pourtant, après ça, t'es un petit peu parti sur autre chose parce que t'as étudié de la science politique. Ouais, en fait, c'était pour moi une passion, tout ce qui était digital. J'avais aucune idée qu'on pouvait faire un métier. D'ailleurs, je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient du SEO. Donc pour moi, c'était vraiment relégué au rang de la passion. Et donc, j'étais passionné par l'histoire par ailleurs. Mes parents voulaient que je fasse des écoles et tout, donc je faisais sciences politiques. Et en 2013, je crois que c'était 2013, on me propose un poste à l'issue de mes études pour être, c'était à la mairie de Saint-Denis, voilà, pour ceux qui connaissent à côté de Paris, pour être dans la gestion administrative et financière. Puis là, j'ai eu une sorte de révélation. Je me suis dit non, mais c'est pas pour moi ça. Tu vois. Et j'ai refusé le poste. Et je me suis réorienté complètement. J'ai fait une école qui s'appelle Media Institute, petite pub, parce que c'est une école dans laquelle en plus j'ai rencontré pas mal de monde, on en reparlera après, et qui m'a permis de me respécialiser en digital et surtout d'avoir ça sur mon CV parce que quand tu es autodidacte, surtout à l'époque, maintenant je pense que c'est plus la mode, mais à l'époque en 2013 t'es autodidacte, t'as aucune chance de travailler dans le milieu. Quoi. Ouais, très cool. Et du coup, après, on en arrive en 2018. Après, de toute façon, on va en reparler. Ouais. Et t'as fondé avec ton associé Clément Bourdon une agence SEO qui s'appelle WeBloom. Alors, ça s'écrit WEBLOOM. On pourrait lire Webloom, mais ça se dit WeBloom de ce que j'ai compris. Ouais, en avant. fait, c'est un peu ça aussi. C'est un peu le jeu de mots. Et il y a encore des gens qui nous disent Webloom. On a vu que c'est surtout les grands comptes disent Webloom et les startups disent Webloom parce qu'ils sont habitués à parler anglais.
Et on joue sur le jeu de mots justement. Ok, Parce que ok, c'est d'accord. vraiment, même en anglais, loom c'est la tisseuse. Mm. Donc on tisse le web et en Mhm. même temps c'est We Bloom, c'est ensemble on grandit quoi. Ouais. Parce qu'on est très start-up donc c'était vraiment notre esprit. Et du coup, moi je suis un petit peu curieux. Il y avait une idée, et c'est aussi à l'image de ce qu'on veut faire cette année dans le podcast, de parler pas que SEO, mais aussi un peu entrepreneuriat. Il y avait une idée de peut-être se développer à l'international à terme, et c'est pour ça aussi qu'il y avait ce choix-là au départ sur le nom. Ouais, alors nous on était tous les deux bilingues, on avait tous les deux déjà travaillé sur des sites à l'international, donc et puis il y avait le côté aussi, je vais pas le cacher, un peu sexy, un peu start-up, voilà, tout le monde fait des mots un peu en anglais. J'avais discuté avec un ami à l'époque qui était super fort en publicité, en branding, et on avait trouvé ce nom qui nous avait tout de suite, sur lequel on a tout de suite flashé quoi. Ok. Et du coup Clément Bourdon, bah, lui il était plutôt dans le Google Ads. Donc c'est vraiment, on a créé l'agence vraiment SEO, SIA dès le début, 50-50. Et je l'avais rencontré du coup à cette fameuse école que j'ai citée. Donc voilà, j'ai bien fait de m'orienter parce que sinon j'aurais pas rencontré mon futur associé. Ouais. Quoi. Ouais. C'est Comme c'est marrant quoi- parce que j'ai rencontré ton associé avant de te rencontrer. Vous avez échangé sur LinkedIn. Je sais plus pourquoi. Je crois que c'était pour une OP de netlinking ou autre peut-être. Ouais. Puis après on n'avait pas échangé. Je me souviens même que Clément était passé chez Live Mentor pour donner une formation Ouais, Google Ads aussi également. Et après on s'est rencontrés. Ouais. C'est vrai que c'est cool. Il y a une belle synergie entre vous deux. Ouais, on est des amis, c'est le parrain de ma fille, tu vois, donc c'est vraiment, on est Ouais. très proches. Et, Ça se voit en tout cas. ouais, Ouais. et il est super actif sur LinkedIn, Clément. Il a vraiment des conseils hyper précis en SIA Ouais. tous les jours. Donc, Très très cool. n'hésitez pas à le suivre. Quoi. On le salue. Ouais, Ah, On le verra exactement. peut-être. Et comme quoi, les petites rencontres au départ, ça peut créer de plus grands projets ensuite, et c'est ce qui est cool aussi. Ouais. comme vous les gars. Exactement, bah, au départ, échange de liens, donc on s'est rencontrés. Ah ouais, Article énorme. invité, article invité. Invité, ouais, Guest exactement. post, ouais. Énorme. En fait, tous mes contacts, je les fais avec des échanges de liens. J'ai pas de spot hors de LinkedIn. Non mais c'est ça, Mec, il faut effectivement. C'est ça. Eh, Ouais, si. c'est Oh. ça. Thomas m'avait contacté pour un guest post sur le Je blog vous de ai Live tous contactés Mentor. pour ça, les gars. Ouais, tu vois, moi aussi, d'ailleurs. Et du coup, après, voilà, ça s'est fait un peu. Et donc, c'est cool. Derrière, ça fait des projets, donc c'est cool. Carrément. Du coup, Thomas, on va lancer la marmite du SEO. Mais juste avant ça, est-ce que tu veux dire un petit mot pour le sponsor? Et oui, un petit mot, parce qu'il est important ce sponsor. Aujourd'hui, on dit merci à NordVPN de nous sécuriser cette vidéo, j'allais dire, de nous sponsoriser sur cette vidéo. NordVPN, qu'est-ce qu'un VPN, Lucas? Bah, un VPN, ça te sert. Alors, dans le grand public, hein, ce pourquoi on le connaît, c'est, voilà, on va dire, t'es en France, mais tu veux simuler ta connexion dans un autre pays, bah, ça te permet de le faire facilement. Ça peut servir, truc tout con en SEO, sur du suivi ou pour vérifier des positions ou autre encore. Tu vois, t'es en France, tu veux un petit peu checker comment ça se passe sur un autre pays. Ça peut servir aussi dans des cadres un peu plus black hat. Mais ça, c'est pas forcément, je suis pas le plus spécialiste, mais en tout cas, voilà, on les remercie d'avoir sponsorisé cet épisode. Et ne serait-ce que pour sécuriser vos données, naviguer tranquillement sans avoir peur de se faire pirater ou autre, d'aller sur un Wi-Fi public et d'avoir des craintes, ou tout simplement même d'aller regarder des fois des choses qu'on n'a pas en France, des séries, des vidéos, trouver des vols moins chers dans d'autres pays peut-être. Voilà, Ouais. tout plein de petites techniques qui font que c'est utile et c'est pas super cher pour tout ce que ça apporte. Donc, on a un petit code d'ailleurs qu'on a pu dégoter avec les amis de NordVPN. Position 0, le code s'affiche ici à l'écran, on le mettra également dans la description. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je sais plus ce qu'il offre exactement, mais il y a une petite réduction dessus. Donc allez voir et voilà. Et bah, t'as plus qu'à lancer la marmite du Il n'y a SEO. plus qu'à lancer la marmite du SEO. Jingle. Premier format de ce podcast, la marmite du SEO. Qu'est-ce que la marmite du SEO? C'est assez simple. On va s'intéresser de plus près à pourquoi toi tu es tombé dans la marmite du SEO. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, on parlait de passion du web notamment, mais surtout après, pourquoi tu as décidé d'y rester et d'en faire ton job, quoi. Ouais, en fait, je pense que c'est à la fois la confiance de ce que j'ai tout à l'heure, le fait que j'avais dev des sites que je voulais visibiliser. En même temps, même si évidemment j'en ai pas fait mon métier, j'avais quand même fait des études plutôt sciences politiques, lettres et tout. Du coup, en fait, j'ai compris très vite que le SEO, c'était juste le meilleur métier pour allier à la fois le côté dev et le côté contenu, quoi. Et je pense que c'est le métier le plus transversal dans le marketing pour à la fois quelqu'un qui a des compétences techniques Ouais. et des compétences contenu, parce que c'est les deux piliers du SEO. Et puis après, évidemment, j'ai découvert les backlinks et tout. Et Bonjour, je suis un c'est peu pour ça qu'on s'est je rencontrés. suis tombé dedans comme tout le monde. Et voilà, les backlinks, c'est important pour le SEO, je rappelle. Mais au départ, c'est ça qui m'a fait tomber dedans.
Et petit à petit, j'ai appris un petit peu tout le métier. Au début, j'étais vraiment alternant dans une startup, donc j'étais vraiment plutôt sur la partie contenu. Et après, j'ai découvert, je travaillais chez Better Collective, donc dans Ouais. le code promo sur les paris sportifs. Donc là, on était vraiment dans du grey, voire black hat. Donc j'ai vraiment appris tout ce qui était PBN, backlinks, obfuscation, etc. Et là, c'est devenu ma passion. Et ensuite, ce qui m'a amené à créer l'agence en 2018, c'est que donc après, je suis allé plutôt en grand compte Ouais. après avoir fait ces startups-là, et j'ai rencontré pas mal d'agences qui venaient chaque année apporter leur PDF, et souvent c'était le même PDF avec la date qui change. Et d'ailleurs, c'était pas forcément à cause des agences eux-mêmes, c'est pas pour cracher sur les grosses agences, c'était souvent même à cause des annonceurs qui n'avaient pas eu le temps ou l'énergie ou les process en interne pour mettre en place les recos. Ouais. Et du coup, moi j'ai voulu créer une agence justement plus opérationnelle, plus aller poil à gratter toutes les semaines, aller voir les clients pour leur dire pourquoi tu as pas fait ça, comment on peut t'aider, etc. Ou pour même faire à leur place s'ils n'ont pas les gens en interne, quoi. Et c'est pour ça que j'ai créé en 2018 Weebly. Très cool. Moi, j'ai déjà envie de creuser sur un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé dans le podcast depuis le début, mais du coup, sur la partie paris sportif et code promo, est-ce que tu peux parler un petit peu de comment ça se passe dans une boîte comme ça, niveau SEO? Ouais. Qu'est-ce qu'on met en place? Tu as cité deux, trois mots que certains auditeurs connaîtront, mais ouais, est-ce que tu peux Ouais. nous dire un petit peu Et est-ce que tu es un grand parieur aussi? Ouais, alors j'étais pas tant que ça un parieur. Je le suis devenu du coup et puis ensuite j'ai bien aimé. Après, voilà, avec modération, hein, je rappelle, c'est quand même, ça peut être dangereux, faut pas abuser. Merci. C'est important de préciser. Mais en fait, ouais, c'est un milieu. Donc nous, 99% en fait du chiffre d'affaires venait du SEO. Ok. Donc c'était vraiment 80%? 99%. Ah, 19%, Ouais. ouais, solide. C'était vraiment que le SEO. Et on était vraiment sur un segment très particulier qui est le code promo. Donc c'est des gens qui sont en train de s'inscrire sur un site et qui ont besoin de promo. Donc free bet. Voilà, c'est ça. Et donc on était vraiment d'intention de recherche très transactionnelle, très finale. Et donc c'était de l'affiliation, le modèle. Et le modèle d'affiliation à l'époque, c'était vraiment le last click. C'est un petit peu évolué maintenant pour ceux qui connaissent. Mais à l'époque, c'était vraiment le dernier qui amène le prospect gagne. Le rapporte. Voilà, Ouais. c'est ça. Et donc, on avait tout intérêt à se positionner énormément sur des mots-clés, genre très transactionnels, donc Très code bas de promo funnel, PMU, code Ouais. promo Byteclick, etc. Et à l'époque, ça a un petit peu changé, hein. Mais à l'époque, c'était très black. Donc, on faisait ce qu'on appelle des EMD, Exact Match Domain, Ouais. genre code-promo-pmu.com. Ok. C'était pas ça, mais je vais pas citer les sites, mais ça a changé, donc c'est pas, Ouais. c'est pas des secrets des gars. Et on était, c'était limite encore à l'époque où on pouvait voilà, faire plein de mots-clés, blanc sur blanc, envoyer des backlinks depuis des annuaires, depuis des sites un petit peu bizarres. Et ça rankait. Donc j'ai appris un petit peu tout l'envers du décor, quoi. Et j'ai vu aussi du coup de l'évolution du SEO qui a vraiment fortement évolué. D'ailleurs, aujourd'hui, les sites de code promo, c'est plutôt lemonde.fr, le Figaro, des gros médias, Ouais. des gens beaucoup plus propres. Ça a un petit peu disparu tout ce qui est EMD. Et aujourd'hui, maintenant, la qualité du contenu, avec justement tous les algorithmes de Google de compréhension sémantique, font que ça sert plus à rien de juste bastonner des mots-clés et d'envoyer des backlinks Bien sûr. hyper optimisés. Mais du coup, c'est super parce que j'ai découvert ça et je pense que aujourd'hui, du coup, les gens qui arrivent aujourd'hui apprennent peut-être un SEO qui est très white parce que ça a évolué vers ça. Mais je pense que c'est dommage. Je pense qu'il faut quand même passer par des formations comme celle de Paul Sanchez, notamment sur le Black Hat. Ça t'apporte justement des choses, et notamment des choses qui marchent encore quand même un petit peu aujourd'hui, pour avoir ta panoplie un peu complète du SEO, quoi. Ouais. Et c'était récemment, j'entendais un truc, c'était Romain Pirotte qui crée beaucoup de contenu autour du SEO, parfois un peu aussi autour du Black Hat, et pas que hein, d'ailleurs. Mais ce qu'il disait, c'était que le Black Hat pouvait aussi te permettre de tester certaines choses pour voir un petit peu. Et Ouais. aussi, et ça c'est un conseil qu'on a donné souvent dans la première saison du podcast, c'est créer votre propre site internet si vous voulez progresser en SEO, faites des tests, testez des choses. Casser parfois votre site internet s'il le faut aussi, mais tout ça, voilà, moi je teste pas des trucs Black Hat non plus, mais Mais c'est intéressant de comprendre Voilà. pourquoi, comment ça marche, pourquoi on le fait, et les résultats que tu peux aussi avoir derrière, même si bien entendu, on ne vous recommande pas de faire du full Black Hat sur vos sites, mais c'est toujours bien d'en connaître les pratiques. En fait, pour moi, le SEO, c'est je me lève le matin et j'essaie de battre Google à son propre jeu, en fait. Et du coup, il y a un côté, pour moi, les meilleurs SEO, c'est ceux qu'on ADN un peu hacking. Alors, ça veut pas dire faire du black, mais ça veut dire, voilà, il y a un moteur de recherche avec un algorithme que personne connaît la vraie recette. Mais en gros,
en testant des choses et parfois du coup juste au bord de ce qui est, black, white, et ben, ça marche ou ça marche pas. Ouais. Et donc, j'entends souvent des gens qui disent bah, il faut écouter un petit peu le blog, les guidelines Google. Oui, il faut évidemment lire tout ce que Google te dit, mais il faut vraiment le prendre avec des pincettes. Ils n'ont pas intérêt, Bien évidemment, à ce que tu manipules les résultats de recherche. Mais pourtant, c'est ton rôle. Enfin, en tout cas, Comme les moi, bookmakers. ouais, c'est ça. Pour moi, c'est notre rôle. Donc, forcément, il y a des moments où on est grey, black. Et d'ailleurs, je précise un truc parce que souvent, les gens, même si je pense que ceux qui nous écoutent font la différence, mais black hat, ça veut pas dire illégal. Ouais, Attention. complètement. Ça veut dire, contraire aux guidelines de ranking Google, Ouais. il n'y a rien de illégal au sens de la loi française Ouais. ou même. Tu vas pas avoir le GIGN qui débarque sur Non, toi c'est parce ça. que t'as fait un parasite SEO. Exactement. Au pire, tu vas juste perdre ton site qui va aller dans les tréfonds de la SERP, mais tu n'iras pas en prison, quoi. Exactement. C'est clair. Merci de souligner, parce qu'on ne parle pas beaucoup du Black Hat. On en avait parlé un petit peu, je me souviens, l'an dernier avec Nicolas Nguyen. On vous mettra l'épisode dans la description. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant d'en parler. Totalement. Je te propose de passer au prochain sujet. Il y avait juste un petit point, peut-être pour notre audience. Tout à l'heure, tu avais parlé d'EMD, d'Exact Match. Est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer à notre audience à quoi ça sert et pourquoi ça peut être utile dans certains domaines? Ouais, un EMD, Exact Match Domain, c'est tout simplement un nom de domaine qui contient le mot-clé que vous ciblez. Donc, je disais code promo PMU.fr par exemple. Pourquoi ça marche? Bah, Google, en général, a tendance quand même à mettre en avant un peu plus des sites qui ont le mot-clé dans l'URL et surtout dans le nom de domaine. C'est moins vrai qu'à une époque, mais c'est quand même assez fréquent. Vous voyez toujours aujourd'hui, vous tapez, je sais pas, coiffeur Batignolles, vous allez encore voir des coiffeurs-batignolles.fr passer devant des sites plus gros, quoi. Donc ça peut être intéressant quand tu as un petit site, que tu sais qu'en face tu as une concurrence qui est quand même qui a une autorité très forte et que tu auras du mal à concurrencer, bah tu pars avec une petite longueur d'avance. Par contre, le problème des EMD, c'est que c'est quand même un peu sale. Enfin, le nom en général est pas sexy par rapport à une marque. Tu vas pas pouvoir vraiment développer ton personal branding. Ouais. Donc aujourd'hui, ça se fait un peu moins qu'à une époque. Et un point aussi avec les EMD, c'est que tu peux beaucoup travailler les encres exactes. Oui, Quand tu fais du backlink, donc tu peux demander entre guillemets qu'on te mette c'est clair. le nom coiffeur Batignolles, c'est un très bon exemple. Tu peux demander qu'on te mette le nom coiffeur Batignolles dans l'encre sur le lien parce que c'est ton vrai nom en sera fait, pas c'est le vrai pénalisé, nom de C'est de ta l'encre marque. naturelle, ouais. Ouais. Ah ouais. Après c'est vrai que c'est moche, c'est que C'est quand vrai. t'as monté quelle boîte, j'ai monté la boîte coiffeur Batignolles. En plus, ça te bloque souvent parce que du coup, si tu ouvres ta boîte coiffeur Sergi, Ouais. bah, tu t'appelleras toujours coiffeur Batignolles, donc c'est compliqué. Mais c'est vrai que tu ne seras pas pénalisé par le pingouin, là, justement, l'algorithme de Google qui check un petit peu la suroptimisation des encres. La dernière fois, d'ailleurs, j'étais tombé sur une vidéo, enfin une photo assez drôle sur Twitter. Vous l'avez peut-être déjà vu passer, les gars. C'est d'ailleurs, les gens rigolaient beaucoup en disant que c'était un SEO qui avait créé ce restaurant. Ouais. C'est un restaurant asiatique, en gros. Et c'était le nom du restaurant, c'était Chinese Restaurant Near Me. Donc restaurant chinois près de moi. C'est une requête que pourrait typiquement taper une C'est personne qui cherche un restaurant chinois pour manger le soir. Donc ils ont directement tapé sur le mot-clé. Et cette photo, ça fait beaucoup rire les SEO. Ils disaient justement que quand tu mets un SEO sur la création d'un restaurant, ça donne ça. C'est clair. Et Pour la on petite anecdote. précise aussi, moi pour avoir vécu au Royaume-Uni, je le sais, c'est vrai que chercher restaurant near me, c'est très courant quand tu es dans les pays anglo-saxons. Nous, on a moins l'habitude de le faire en France, de taper sur Google restaurant près de moi ou près de chez moi. Juste taper la ville. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est très très malin. Mais t'en as plein. La dernière fois, j'étais même tombé sur un réseau, c'était thaïlandais Paris. Bah oui, ouais, c'est clair. thaïlandais Paris, mais bon. Ouais. En fait, c'est ça, c'est le côté, c'est vraiment la philosophie du SEO, je trouve. C'est Ouais. vraiment l'astuce, quoi. Comprendre Qu'est-ce ouais, que ce je peux qu'on faire va pour rechercher. que ça marche. Et c'est le genre de gens que nous on recrute à l'agence et je pense que les meilleurs SEO sont les gens comme ça, quoi. Les petits filous. Voilà, Ouais. exactement. Vous êtes combien à l'agence aujourd'hui pour... On est une dizaine, nous on est 10 salariés et puis on a quelques free aussi en fonction de support, content et tout. Ouais. De toute façon, fin d'épisode non, mais crème de la crème, donc le dernier format de l'épisode, on a des petites questions pour que François nous révèle ses petits secrets SEO. Mais avant ça, on va lancer la planche de la planche. Jingle. Format suivant, le pain sur la planche. Le concept, il est tout simple. C'est quoi une journée pour toi? Alors, on pose la question une journée SEO, mais on sait que quand tu crées une agence, tu fais pas que du SEO.
Ouais. Donc raconte-nous un peu une journée typique pour toi. Déjà, c'est une journée de parents, de papa. Donc, C'est vrai, tu as j'ai deux filles, ouais. tu J'ai vois, deux filles, dont c'est ça. une Bravo. dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, les gars. Eh ben, on lui Ah, souhaite, au nom de tous les auditeurs de la Exactement. Position Zéro, un très bon C'est anniversaire. gentil. Elle a 3 ans. Voilà, donc voilà, papa de 2 enfants en bas âge, donc voilà, c'est compliqué le matin. Solide, bravo. Voilà, donc un peu de sport, amener les filles à la crèche. Après, on arrive au bureau. C'est vrai que mes journées maintenant, c'est plus que du SEO. C'est même pas beaucoup de SEO en fait. C'est plus de la R&D et des RH. On s'est réparti avec Clément un petit peu les tâches. Lui, il est plutôt sur la partie sales, vente et tout ce qui est argent, on va dire, donc CFO. Et moi, je vais plutôt être sur la partie R&D, tech et RH. Voilà. Donc mes journées, je les répartis un petit peu comme ça. Le matin, c'est plutôt, donc j'arrive au bureau. Qu'est-ce que je peux faire pour WeBloom? Donc soit un article de blog sur le site, de l'inbound, un post LinkedIn. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire au service de mon agence pour vraiment sa visibilité à elle d'abord. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire pour les clients? Et là, en général, je passe un petit peu de temps à voir qu'est-ce que je peux améliorer sur les audits ou sur les process. On a vraiment la partie R&D qui est centrale chez nous. Il y a toujours en général des audits ou des trucs qu'on bugué de la veille que je dois d'abord débugger et revérifier, contacter des devs s'il y a besoin. Donc ça, c'est un petit peu ma matinée. Le midi, on mange ensemble au bureau. Nous, on est très, pour le coup, présentiel, donc c'est un petit peu à Mm. contre-courant de tout le monde, même si on fait aussi quand même beaucoup de télétravail. On aime bien se retrouver et manger ensemble. Et l'après-midi, bah, ça va plutôt être justement la partie RH, la partie gestion un petit peu des équipes, le bien-être, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Et après, j'ai quand même aussi de temps en temps des coups de clients encore, même si je gère plus de clients en direct aujourd'hui, c'est mes account managers qui les gèrent. Je suis présent encore à tous les monthly et à tous les quarter reviews. Donc les clients, c'est important qu'ils me voient pour les moments vraiment stratégiques. Sachant qu'on est une petite agence, hein, on est une dizaine et on a une soixantaine de clients en ce moment. Ok. Moi et Clément, on a encore le nez vraiment dans chaque dossier, quoi. Donc, Mhm. Hmm. c'est important pour nous et je pense que c'est ça enfin, c'est un peu notre plafond de verre aussi, volontaire. On veut pas devenir une agence où il y a deux, trois échelons et au final, nous, on sait même plus vraiment quels sont nos clients. Donc, c'est aussi ça qui fait notre force. Je pense que tous les clients de l'agence nous connaissent, nous tutoient Mhm. et peuvent nous poser des questions, quoi. Voilà à peu près ma journée. Puis je finis. En général, le soir, on aime bien boire un petit verre aussi, voilà, avec modération, quoi. Sympa. Ouais, très cool. Je crois qu'on a jamais fait d'épisode où il fallait citer avec modération. Ouais, 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 je fais gaffe, hein, Ouais, parce que ouais. Tiens, entre les jeux et l'alcool, ça fait deux fois. Deux Exactement. choses à prendre Ouais. avec modération. Non, mais c'est top. Moi, ce que je trouve top, c'est vraiment le côté où vous cherchez pas à faire plus gros, plus grand, mais vous cherchez Ouais. à faire mieux. Ouais. Et vous mettez vraiment le client au centre des attentes. Et je trouve ça vraiment, vraiment top pour une agence de pas forcément toujours voir plus scale à fond. Parce que vraiment, je trouve dans un monde vraiment du scaling à fond. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé, je sais pas, vous l'avez peut-être lu, le livre de Paul Jarvis, Company of One. Ouais. Tu l'as lu? Ouais, je l'ai lu, ouais, il est top ce livre. Qui résume un peu ce point-là, hein, qui est de... C'est ça. C'est pas toujours utile de voir toujours plus grand. Ça peut être déjà bien de voir comment faire mieux Ouais. plutôt que plus Mhm. grand. Et c'est véritablement l'un des seuls points qui améliorera ton business. Et pour l'anecdote, je me souviens, on avait écrit un article avec Live Mentor d'un petit restaurant Ouais. au Japon. C'est le meilleur restaurant de sushi du D'accord. Japon. Le gars n'a que 15 tables, tu vois. Et ce mec pourrait devenir la meilleure franchise de sushi du monde. Il pourrait. Et en Mhm. fait, il apprend à ces mecs déjà pendant 2 ans à poser le riz, puis pendant 2 ans à préparer le riz, puis pendant 2 ans à préparer le poisson. Et après, en fait, tu deviens véritablement un expert à force de répéter Ouais. Ouais. et de faire. Mais par choix, ce gars n'a pas choisi d'étendre son business international, mais de garder cette volonté de faire mieux. Et je peux te garantir que pour booker son restaurant, il faut s'y prendre un an à l'avance, tu vois. Ouais, c'est exactement notre modèle. Et moi, je suis persuadé que quand tu grandis, bah, pour reprendre ton exemple, quand tu as un restaurant qui grandit, bah, tu deviens une chaîne. Tu vois, donc forcément, tu perds en qualité. Ou pour si c'est des voitures, bah, tu deviens une usine. Euh, et c'est pareil pour les agences. Et donc, moi, je suis persuadé que, et ça a toujours été le deal avec Clément, c'est toujours dit on resterait une quinzaine de consultants maximum, avec le directeur SEO et SIA, du coup, qui continue à avoir le nez dans chaque projet pour garantir vraiment la qualité premium. Et puis aussi, je pense qu'il y a un côté, là pour le coup, je ne vais pas faire de storytelling, je pense qu'il y a aussi une question de qu'est-ce que tu veux comme vie, quelle est ta Mhm. capacité aussi à endurer des choses. Moi, je pense que je suis pas Elon Musk, Hmm. j'ai pas envie de T'as bosser pas envie. 200 heures par semaine, j'ai T'as envie une de vie de passer du famille temps aussi. avec mes filles, Mhm. j'ai envie de passer du temps avec ma femme, j'ai envie que mes salariés soient bien et rentrent le soir tôt pour aussi faire
leur famille, tu vois, là, j'ai Ouais. été invité au mariage d'un de mes gars. Ça me fait plus kiffer que le fait de faire 4 millions, tu vois. Mm. Et par contre, je respecte ceux qui, eux, veulent, tu vois, vraiment un projet de vie, de faire X, et ils bûchent, et ils sont capables. Moi, je pense que je serais pas capable de faire ça et de faire tout ce que je fais à côté, c'est-à-dire la famille et puis les side projects et tout, quoi. Donc c'est aussi mon Ton modèle de vie, quoi. alignement, ouais. Voilà, Mm. c'est un alignement et ça va bien avec mon côté premium qu'on met en avant sur les réseaux et que nos clients aussi valident. On veut être des hyper experts du SEO et du SIA. On veut être les meilleurs, quoi. On se réveille le matin avec cette volonté d'être les meilleurs dans ce domaine. Et pour nous, être meilleur passera toujours avant gagner plus, quoi. Mm. Donc après, ça fait un peu. Les deux sont pas antinomiques, mais Mm. c'est sûr que quand tu veux faire plus, à un moment donné, tu es obligé de grandir en qualité. Tu dois scaler des choses, on en reparlera, parce que moi je suis à fond dans l'automatisation et tout. Mm. Mais C'est vrai. le côté humain du service, le consultant, ça, tu peux pas le Ouais, scaler, quoi. je peux pas le scaler, ouais. Et du coup, quand même, moi j'ai un peu une question, tu vois, et je pense que c'est vachement intéressant pour les auditeurs. Vous êtes quand même passé du coup de 2018 à 2024, Ouais. de 0 à 60 clients. Ouais. C'est quoi un peu les étapes clés et comment tu as fait justement pour garder un peu cette culture, tu vois, tout le long parce qu'on sait que l'entrepreneuriat, c'est un chemin bossu, tu vois, nous les premiers. Ouais. Et comment tu as fait pour vraiment... qu'est-ce que vous avez mis en place quoi, pour vraiment garder cette culture, cette attention un peu du client Alors, je pense que quand on a créé l'agence, évidemment, on ne pensait pas avoir 60 clients au départ. On était deux, on était plus deux auto-entrepreneurs ensemble, vraiment qu'une vraie agence. Et puis, petit à petit, on a grandi. Ce qui a toujours été vrai, et ce qui, je pense, a fait notre force, c'est que on a essayé d'automatiser, et on en reparlera en SEO, je pense que c'est important l'automatisation, tout ce qui était à faible valeur ajoutée. C'est vraiment la loi de Pareto 80-20. Mm. On s'est dit, ok, qu'est-ce qui a le plus de valeur ajoutée pour nos clients et aussi qu'est-ce qui nous fait kiffer, en vrai. Là, on va mettre vraiment de l'humain, du temps, c'est là où on va passer nos journées. Et qu'est-ce qui n'a aucune valeur ajoutée et en plus nous ennuie profondément. Pas Mm. forcément toujours la même chose d'ailleurs. Il y a des gens qui sont intéressés plus par des choses que par d'autres. Mhm. Et donc ça, bah, tout ça, on l'automatise. Donc tous les trucs, genre aller chercher des mots-clés sur SEMrush, faire les exports CSV, faire des recherches V sur les Excel, tous ces trucs-là, on les fait plus depuis très longtemps pour se concentrer vraiment sur la réflexion autour de la stratégie des clients, leur persona, voilà, des choses Mhm. qui sont encore pas tout à fait automatisables. Mm. En tout cas, je Ouais. pense que c'est pas très bon, Ouais. très intéressant de l'automatiser. C'est ça, je pense, qui a fait la réussite de l'agence. Le fait qu'on passe énormément de temps avec nos clients, en face client, donc on les voit tous une fois par semaine. Donc ça peut paraître évident, mais c'est pas le cas de tout le monde. Euh, et puis, je pense que par rapport à nos consultants, la culture, tu demandais, tu parlais de la culture, euh, on leur a incité vraiment à passer du temps avec les clients. C'est-à-dire, contrairement à d'autres, on va pas les incentiver sur ce qu'ils rapportent versus le temps qu'ils passent. Et ça, Mhm. souvent, je pense que c'est le danger dans une agence, c'est de se dire, OK, on va calculer la rentabilité horaire d'un consultant. Mm. Si tu fais ça, il va forcément avoir intérêt à passer le moins de temps possible sur un client pour avoir ses primes, etc. Moi, c'est un danger que j'ai tout de suite vu et on a fait exactement l'inverse. Donc, nous, nos KPI en agence, c'est la première, c'est la satisfaction des clients. Donc, en gros, passe le plus de temps possible avec le client, c'est Mhm. exactement l'inverse. Et évidemment, combien le client nous rapporte, Mm. c'est important. Mais parce que, évidemment, il faut quand même qu'il soit rentable l'agence. Mais je pense que le fait de leur dire passer le plus de temps possible, et après, nous, en tant que directeur, c'est notre problème finalement. Si vous avez trop de clients, bah, on va essayer de réagencer ou on va recruter. Mais c'est notre problème. Vous passez le plus de temps avec les clients sur des tâches qui vous intéressent. Bah, je pense que ça a été, voilà, c'était Mm. le cocktail qui a bien fonctionné. Mm. Et ça n'a pas changé. Mais c'est aussi notre plafond de verre. Voilà, on sait qu'un consultant Hublot, il ne peut pas avoir plus de 8 clients, à peu près. Mm. Là où d'autres agences peuvent en gérer, et peut-être même très bien, une vingtaine, tu vois. Mm. Mais c'est notre sauce. C'est comme ça que nous, en tout cas, on kiffe travailler. Et puis ça nous suffit pour vivre très bien, quoi. Ouais. Ultra intéressant, je trouve. Honnêtement. Il y a un point que je trouve super cool, bah, c'est le fait simplement d'utiliser ces consultants vraiment là où ils apportent de la valeur ajoutée, et de supprimer toutes les tâches un peu, je dirais chronophages, mais toutes les tâches en fait sur lesquelles tu mets un peu ton cerveau off et qui peuvent très bien Exactement. se faire, tu vois, avec un outil si on l'automatise bien. Tu l'as très bien dit tout à l'heure avec l'audit sémantique, la recherche de mots-clés. Ouais. Et après, derrière, donc justement,
utiliser l'automatisation comme un assistant et après derrière utiliser ton jus de cerveau pour faire les bons choix stratégiques, ceux qui rapporteront le plus aux clients. C'est une bonne approche à mon C'est sens. soit automatisé, soit processisé, standardisé, parce que tout n'est pas automatisable, mais en tout cas, voilà, comme tu dis, mettre son cerveau en off. Ouais. Mm. Et c'est là où c'est le plus dur, évidemment. C'est là où on a passé beaucoup de temps et dépensé quand même pas mal d'argent aussi pour automatiser un max de choses, quoi. On en avait pas mal parlé en off, c'est vrai. Ouais, Ça bah, rapine. on pourra en On reparler. va, si on vous va en voulez. reparler. Carrément. C'est clair. Carrément. Et puis c'est vrai aussi que quand tu as 8 clients, ça te permet aussi de les connaître chacun, connaître vraiment leurs problématiques, connaître leurs clients. Parce que ça, souvent, on l'oublie aussi, tu vois, le SEO, et on le dit tout le temps. Donc, c'est aussi connaître tes clients, enfin, du moins les clients du site pour lequel tu travailles. Et c'est vrai que je pense que quand tu as 8 clients, bah, tu peux même aller vérifier les SERP régulièrement, les pages de résultats Google et autres encore. Donc, Ouais. Puis 8, c'est déjà bien. C'est pas... On parlait de 20 tout à l'heure, mais je trouve que c'est déjà pas mal. 8, Puis ça c'est permet déjà de... pour nous beaucoup, ouais. C'est le bon, je trouve, c'est le bon stade entre trop et pas assez non plus, Ouais. tu vois. Ouais, en vrai, j'aimerais même moins, si tu veux. Ouais. C'est juste que, Ouais. bon, à un moment donné, il faut quand même mettre Ouais, du bien beurre sûr. dans les épinards. rentable, hein. Mais, et puis il y a aussi un côté sur lequel nous on est assez attentif, c'est que ça roule, qu'il y a un fond de roulement, parce que évidemment c'est bien que ça ne churne pas, c'est bien de garder ses clients. Mais en fait, un consultant SEO, je pense que si pendant trop d'années il a les mêmes 8, Mm. il va s'ennuyer, il va stagner. Mm. On parlait tout à l'heure de MD, de choses. Il a besoin de rester à la page, il a besoin de tester des nouvelles choses, il a besoin, il y a des nouvelles tendances e-commerce qui arrivent, hop, il fait un audit, il découvre le truc. La veille sert beaucoup pour ça, évidemment, mais ça suffit pas. C'est comme on disait, tester, mettre la main dans le cambouis, avoir des clients dans ces domaines-là qui va vraiment faire, qui vont progresser. Et donc, on est attentif aussi à faire en sorte que parmi les 8, bah, tous les trimestres, il y en ait un ou deux qui changent, tu vois, au moins. Mm. Alors, ça veut pas dire, on dit au revoir aux clients, c'est bon, on veut d'autres clients. On fait aussi un jeu de Ouais. chaise musicale et tout. Mais on essaie de faire en sorte qu'ils aient des nouveaux clients pour bah, découvrir des nouvelles choses, quoi. Très, très clair. Et ben, on va envoyer On va pouvoir envoyer un petit la roulette. jingle. Jingle. Encore une roulette du SEO. Je crois que c'est le format que je préfère dans ce podcast. Format très ludique, puisqu'on va tirer, notre invité François va tirer ce matin 3 papiers que nous avons concoctés dans ce petit bol de mamie. Je te laisse tirer ça et annoncer ta question publiquement. Quelles sont les étapes clés d'un audit SEO? Alors ça, c'est une Magnifique. question hyper large, mais évidemment essentielle. Moi, je pense qu'en effet, il faut respecter vraiment des étapes très, très précises. Pour moi, la première étape, c'est l'audit technique, parce que, en fait, si tu as des problèmes techniques sur ton site, Google n'arrivera même pas à aller accéder aux pages, donc tu auras le meilleur contenu, les meilleurs backlinks du monde. Si ton site n'est pas indexable, bah, c'est mort. Donc, audit technique. Ensuite, audit, enfin, même en parallèle, hein, mais bon, c'est important de le faire aussi. L'audit mot-clé, / audit sémantique. Donc, quels sont les mots-clés qui vont te rapporter du trafic, du business demain et comment, quelle page produire pour enquêter dessus. Ensuite, audit éditorial, c'est un petit peu la suite de l'audit sémantique. C'est est-ce que par rapport aux mots-clés qu'on a définis, bah, les titres sont bien optimisés, le maillage du site est bien optimisé, en gros, le contenu est propre. Et puis, dernière étape, évidemment, le pilier pour moi le plus important, l'audit backlinks. Parce que même si tu es bien indexé, même si tu as trouvé les bons mots-clés, les bons contenus, sur la plupart des mots-clés concurrentiels, tu vas pas émerger si tu n'as pas une autorité. Et je pense même que c'est en train de devenir le critère numéro 1, parce que c'est pas que avoir des backlinks, c'est créer une marque aujourd'hui, Bien sûr. être une entité. Donc voilà un peu pour moi les 4 étapes d'un audit SEO. Chez Webloom, du coup, vous y prenez comment pour les audits de vos clients, au-delà des étapes qu'on a citées, comment ça se matérialise? Est-ce qu'il y a d'abord un pré-audit? Est-ce que quels sont les points que vous créez devant? Par exemple, on parlait de la technique, mais par exemple, comment tu vas, pour qu'on soit un peu concret avec notre audience, comment tu vas par exemple vérifier que le site est bien indexé? Comment tu vas justement prioriser les actions au niveau de ton audit? Même qu'est-ce que tu comptes du coup dans la partie technique, tu vois, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans En fait, la partie technique, ça dépend vraiment de la technologie et du site. Par exemple, quand on a un client Shopify ou e-commerce qui arrive chez nous, on sait que sur la partie technique, ça va être essentiel de faire intervenir un développeur pour ajouter des éléments qui sont manquants aujourd'hui dans Shopify. Par exemple, un fil d'Ariane avec collection et sous-collection. C'est des choses Forcément. qui manquent encore aujourd'hui sur Shopify.
Je comprends pas d'ailleurs s'il y a des mecs de Shopify qui m'écoutent ou qui me regardent. Pourquoi c'est pas plus facile? On enverra la vidéo Ouais, au Head pourquoi of c'est pas SEO plus de facile en Shopify. 2024 de faire ça? Mais en SEO, c'est essentiel d'avoir un feed qui est cohérent, pouvoir ouvrir ou pas ouvrir certaines facettes en e-commerce, c'est hyper important parce que sinon, on se retrouve avec des pièges à robots où tu as des pages chaussures Nike rouge 44, mais tu vas aussi avoir 44 chaussures Nike rouge et qui génèrent une autre page. Et donc, c'est un gros problème. Donc, en fait, ça dépend vraiment de la technologie des sites, mais c'est vrai que sur la partie technique, euh, en e-commerce, c'est d'abord avant tout la structure, l'arborescence du site. Sur des sites WordPress, ça va être très différent. En général, les sites WordPress, c'est de la génération de pages obsolètes liées à des sitemaps que les clients n'ont même pas connaissance. Ouais. Genre sitemap image, sitemap tag, catégorie. Les gens ne savent même pas que ça existe et puis ça indexe des pages qui sont obsolètes pour le client. Ouais. Ça, c'est le cas typique sur un WordPress. Puis après, Oui, t'as- WP, c'est Ouais. WP image et WP Ouais, content. c'est ça. C'est les WP-content, t'en as en masse quand tu fais des crawls et Exactement. effectivement, faut faire attention à ça. Et Et- puis après, pardon, je t'en prie. Et ouais, même les tags sur WordPress, ça c'est le truc typique. Tu vois qu'il y a écrit tag, donc tu mets un mot dans tes tags. Et sauf qu'en fait, à chaque fois, ça crée une page, ça crée une page, ça crée une page. Ouais. Et moi, j'avais un client récemment en coaching, il avait 700 tags différents. Et donc, il y avait 700 pages. Ça va dans votre sitemap, donc ouais, Ouais. effectivement, faut. Et ouais, et puis derrière, Faut être surtout, vigilant. tu t'indexes, Google indexe du contenu obsolète, il va Ouais. peut-être voir ses contenus et pas d'autres. Ton site dans l'ensemble, il n'est pas très cohérent. Donc Son ça... budget crawl est moins au final Ouais. pertinent parce qu'il va crawler des pages qui n'ont aucun intérêt pour votre business et pour votre SEO. T'en as qui ont plus de tags et de catégories que de produits, quoi. Ouais. Donc c'est pas, Ouais. ça c'est un gros problème. Et après, tu as les sites, en général, gros autres chantiers techniques, c'est les sites multilingues. Ouais, exactement. Et les sites multilingues, en général, que ce soit sur des CMS ou pas, bah, il y a des gros problèmes. Soit c'est parce qu'il n'y a pas la fameuse balise hreflang Ouais. qui permet de faire comprendre à Google que c'est une traduction. Soit il n'y a pas de sélecteur physique avec des vrais liens en dur href qui envoie vers les autres langues. Et du coup, Google, en fait, en général, il analyse une langue, il part. Et peut-être une autre fois, il va réaliser d'autres backlinks sur une autre langue, mais il ne voit pas le site dans son intégralité. Donc les sites multilingues, c'est souvent un gros problème. Donc en gros, voilà, il y a plein de problématiques très différentes sur la technique qui dépendent vraiment de la technologie. Les deux grosses questions pour moi, c'est est-ce que le Google accède bien au site? Et ça, c'est la perf. Est-ce qu'en gros, c'est assez rapide pour qu'il accède? Est-ce qu'il n'y a pas des balises disable, no index, etc., qui l'empêchent d'indexer? Et puis ensuite, après, le deuxième problème technique, qui est à la frontière entre la technique et l'éditorial, c'est vraiment le cœur du réacteur de l'algorithme de Google, c'est le PageRank. C'est quelles sont les pages qui reçoivent le plus de jus sur le site. Ouais. Et ça, c'est souvent corrigeable avec des problèmes techniques, mais c'est aussi en faisant du manage interne. C'est s'assurer, ça c'est assez facile avec des outils comme Screaming Frog ou autres, de déterminer quelle page est la plus maillée. Ouais. Si tu vois que c'est pas tes pages importantes qui sont les plus maillées, Mm. c'est un problème. Et donc, comment faire pour le faire, et que ce soit avec mettre des liens dans le menu, dans le footer, ou dans des pages importantes type CGV Contact, les bonnes petites astuces. Je crois que c'était dans la saison 1 où il y avait quelqu'un qui avait parlé de ça. C'était Rémi Nestasio qui nous Ouais. disait qu'il faisait du manage interne dans les pages contact, les pages à propos. Parce que, et justement, on parlait du manage interne, c'était le gros sujet de l'épisode des frères Perronnet qu'on a reçu hier. On vous mettra le lien dans la description. Effectivement, comment optimiser ton PageRank. Et on disait ce qu'on se rendait compte que souvent les pages les plus vues n'étaient pas forcément celles auxquelles on s'attendait forcément quand tu fais ton calcul de PageRank. Et c'était vraiment d'utiliser justement ces pages pour remonter comme un système d'ascenseur, celles qui sont peut-être plus bas mais qui sont importantes, hyper importantes pour votre business, d'où l'intérêt, on prenait un exemple, mais sur la page à propos, il va faire du maillage interne vers sa catégorie canapé ou autres produits pour vraiment pousser les catégories importantes où il y a de la vente via des pages qui ont un gros PageRank, quoi. C'est ça, le SEO, c'est des liens. C'est Laurent Bourrelli qui dit ça très bien. En gros, backlinks, image interne, c'est pareil, c'est le même combat. En gros, Internet, c'est des pages reliées entre elles. Et Google analyse chaque page une par une. Et donc, le but du jeu, c'est que ta page soit le plus meilleure en interne et le plus meilleure en externe. Et finalement, c'est pas sorcier. Si tu fais ça, ta page elle va monter dans les résultats de recherche, quoi. Ouais. Après, la dernière chose sur la partie technique, puisque après, il y a sûrement d'autres questions, mais sur la partie technique, il faut pas non plus en faire une fin en soi. La partie technique, c'est surtout important quand tu as des gros sites. Voilà. Et évidemment, il faut que ton site soit indexable, quelle que soit la taille de ton site.
Mais si tu as un site d'une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de Ouais, sites, c'est pas la prio. ouais, il faut pas non plus en faire grave. Obfuscation de liens. Je vois des gars sur LinkedIn, Ouais. ouais, j'ai 75 de PHP, Ouais, on s'en ouais. fout, en vrai. Puis même les 404, hein. Ouais. Enfin, faut pas s'exciter dès qu'on voit une 404. C'est normal pour un site d'avoir des 404. Un site, sa vie, c'est. Ouais. euh, Mm. Pour les 404, faut s'inquiéter quand il y a quand tu commences à avoir une tendance de beaucoup de pages qui sont similaires qui tombent en 404. Mais c'est pas parce que tu as une 404 qu'il faut instantanément la corriger que ça va faire chuter ton site, quoi. Donc, C'est même, effectivement, je suis c'est- d'accord avec toi, et même, je préfère avoir quelques 404 que d'avoir plein de 301, tu vois. Et genre, je vois des sites où les mecs regardent même pas cette métrique-là. Il y a eu des refontes, je sais pas, il y a 6 mois, etc., où en fait, pour empêcher d'avoir plein de 404, ils ont fait tout un tas de 301, Mm. sans corriger, en fait, les liens sources. Et du coup, Mm. leur site, c'est comme Paris, quoi. Mm. C'est que des déviations. Ouais, dans tous les sens. c'est le métro. Alors qu'en fait, quand tu fais une refonte, alors c'est mieux d'avoir en effet 301 pour pas que ça arrive en erreur, que tout Ouais. ton site soit en 404. Mais au bout d'un moment, prends le temps d'aller à la source sur tous tes articles de blog, Mm. modifier vraiment le lien pour qu'il aille vers la bonne destination finale, plutôt que de juste compter sur tes 301. Parce que sinon, ton site est C'est un métro. ouais, voilà, c'est ça, c'est un gruyère où il y a que des 300 dans tous les sens. Et Google, voilà, n'a pas envie de se taper que des déviations. Et le mal du A301, je trouve, est très méconnu, Mm. peu discuté. Bien sûr. Et c'est pas une maîtrise que les gens suivent. Ils regardent, Mm. est-ce qu'il y a des 404 ou pas? Ils regardent pas, est-ce que finalement la moitié du site est Mm. 301, quoi. Ouais, j'ai là peut-être une petite astuce pour ceux qui utilisent un site WordPress. Effectivement, pour éviter, effectivement, vous pouvez faire des redirections, mais pour éviter tout le temps d'avoir des redirections, parce que du coup, ça pousse les robots de Google à chaque fois à arriver à devoir faire un autre tour, une petite déviation pour arriver au contenu source. Moi, j'utilisais beaucoup Search and Replace, qui est un plugin, un WordPress qui permet de repérer sur tous tes liens l'ancien lien, donc celui qu'on dirige vers le nouveau, et de remplacer du coup pour avoir en fait une URL source qui est propre et qui n'est pas une redirection, même si la redirection sera fonctionnelle. Elle sera juste plus longue pour les robots pour arriver à la version finale. Search and Replay, c'est un plugin que j'ai trouvé très pratique sur WordPress, donc je voulais Moi, j'ai juste déjà utilisé aussi. donc, partager. Ouais, super, donc, ouais. En voilà. description, bien sûr. On mettra en description. Et du coup, moi, j'ai deux trucs où je veux creuser pour expliquer un peu plus aux auditeurs. Déjà, en e-commerce, tu as parlé un peu des facettes et tout ça. Ouais. Est-ce que tu peux un peu expliquer? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément Ouais. le truc le plus connu, Souvent, le plus vulgarisé, on va dire. Ouais. Ouais. Souvent, quand tu fais un site e-commerce qui commence à avoir pas mal de pages, de produits, et ben, tu es obligé de commencer à les catégoriser par taille, par couleur, par marque. Et en général, le plus facile, et c'est ce que font la plupart des technos de e-commerce, ben, tu as des facettes à gauche ou à droite du site où tu peux filtrer. Voilà, des filtres à facettes. Et quand tu contrôles pas ça auprès des moteurs, souvent, ce qui va se passer, c'est que le moteur va aller se faire toutes les combinaisons possibles et imaginables. Mm. Il y en a une infinité, parce que c'est puissance 1000, quoi. Surtout si tu commences à en avoir beaucoup. Donc, comme je disais tout à l'heure, bah, il va générer une URL pull jaune M, mais il va générer aussi une URL M jaune pull. Mm. Et voilà, je me suis déjà perdu moi-même dans Ouais. mais vous avez vu, vous avez compris. Et du coup, tu as potentiellement 3, 4, 10 versions en fait, d'un seul produit, quoi. D'une seule catégorie. Donc, ce qu'il faut faire, enfin, ce qu'on conseille en général en e-commerce, c'est de fermer, ou en tout cas de contrôler complètement ça pour que le moteur ne puisse pas y accéder. Donc, soit dans le robot.txt, par exemple, soit en faisant en sorte que ces liens-là ne soient pas des liens en dur, mais soit des liens générés en JavaScript après une demi-seconde, un truc comme ça. Donc ça va être plus compliqué pour Google de l'analyser. Et de mettre des liens vers les combinaisons qu'on veut ouvrir, quoi. Ou de vérifier avec le robot.txt qu'on puisse ouvrir celles qui nous intéressent. Et puis petit à petit, comme ça, de monter. Quand tu as un site, de toute façon, ce qu'on conseille, c'est qu'un site qui vient de démarrer, c'est pas normal qu'il ait tout de suite 100 000 pages. Donc tu commences avec quelques pages. Petit à petit, en fait, tu ouvres des combinaisons et des catégories. Et puis au bout d'un moment, quand tu as un site qui a l'autorité d'un Amazon, par exemple, Google va tolérer, te donner un budget de crawl beaucoup plus élevé. Et donc, il va tolérer énormément, beaucoup plus que tu ouvres toutes les facettes. Mais je pense qu'il faut y aller crescendo et éviter. Nous, on a des clients comme ça, Marketplace, qui arrivent. Ils ont créé le site il y a 3 mois et il y a déjà 500 000 URL. Et Google crawl, je sais pas, 5 000, quoi. Ouais. Donc ça, c'est le drame, évidemment. Voilà. Donc c'est ça le drame, le problème des filtres à facettes en SEO.
Super intéressant. Et donc toi, t'as number hunting, parce que tu avais mentionné plusieurs façons de faire, mais qu'est-ce Ouais. que tu recommanderais en un pour Pour moi, éviter cette multitude de ouais, liens moi je coupe carrément quand j'arrive dans sur un le... client comme ouais. ça, surtout quand il y a des problèmes SEO, hein, Mm. je coupe carrément les filtres à facettes, je les fais disparaître, juste Google. Hein. Mm. Comment Donc, pour un auditeur qui, par exemple, découvre un peu cette théorie de facettes, comment tu lui donnerais les étapes concrètes pour s'y prendre? alors, la première chose, c'est dans le row.txt, en effet, se protéger en disablant tout ce qui est, en général, c'est point d'interrogation, Google color, et égal, là, ouais. voilà, c'est ça. Ça peut permettre de te protéger aussi de la recherche Mm. interne, qui parfois est crawlée aussi par Google. Ouais. Autre vaste débat. Et ça, c'est on va dire la protection, la rustine. Et sur la filtre à facettes lui-même, en général, je conseille de faire de l'obfuscation, c'est-à-dire vraiment de faire en sorte que Google ne voit pas cette partie-là. Mm. En général, on fait ça en JavaScript. Donc, c'est pas des liens href classiques. Ouais, C'est des liens qui sont générés en div ou en ce que tu veux, mais après le chargement de la page. ouais. Ça, Google va pas les voir. Et tu contrôles à la main via des catégories, mais du coup des collections, par exemple sur Shopify, manuelles, que tu ouvres. Et là, tu fais du bon contenu, tu fais mon truc, mais c'est toi qui contrôles manuellement. Ouais. Dans un premier temps. Et je pense que quand ton site grandit et que tu commences à avoir des backlinks, que tu commences à être une entité, que Google, en gros, te donne une légitimité forte, t'as pas du tout les mêmes contraintes. Et je pense que tu peux avoir beaucoup plus d'URL et beaucoup plus de combinaisons. Et dans ces cas, tu peux commencer à ouvrir des segments entiers. Par exemple, tu ouvres tout ce qui est marque plus couleur. Voilà, et là, tu le laisses Ouais. Tu entièrement vas se balader. petit à petit, quoi. Ouais. Voilà. Mais surtout, ne pas ouvrir tout d'un coup. Très intéressant, intéressant. très profond. Ouais. Et du coup, moi, j'en avais une autre aussi, c'était sur l'audit backlink. Ouais. Après, c'est un thème large, hein, audit SEO, mais du coup, audit backlink, voilà, qu'est-ce que tu conseilles un peu à un auditeur, petit truc étape par étape, pareil. Ouais, l'audit backlinks, pour moi, c'est le plus important. La plupart des clients qui viennent nous voir souffrent des mêmes problèmes. Le premier problème, c'est que ils ont une autorité assez faible, en général parce que c'est des startups ou des scale-up qui ont jamais vraiment, qui sont vraiment jamais posé la question du SEO. Donc, ils ont parfois des liens déjà, mais depuis des sites vraiment de qualité pas très forte, et surtout avec une affinité sémantique qui est pas forcément évidente avec ce qu'ils font. Donc, regardez des outils comme SEMrush ou Ahref, un petit peu le score de qualité. Chacun a son terme. Hein. Il y a TrustFlow, Domain Rating, voilà, chacun a sa tambouille, mais c'est le même. C'est plus ou moins la même chose. Mais c'est bien d'ailleurs parfois, si vous avez le budget, de comparer aussi les différentes métriques et essayer d'avoir au moins autant que les concurrents, quoi. Ouais. Donc sur les mots-clés que vous ciblez. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose en général qu'ils ont en commun, tous les clients qui viennent nous voir, tous les prospects qui viennent nous voir, c'est que leurs encres ne sont pas optimisées. Et c'est un peu lié au sujet de l'affinité sémantique quand même, parce que en général, si tu fais des liens depuis des sites qui sont en affinité sémantique avec toi, il y a plus de chances qu'ils te fassent un lien depuis une page qui parle de ton sujet et du coup qui mettent un lien, une encre de lien qui parle d'un mot-clé que tu cibles vers une page de destination qui a du sens chez toi. Mais en général, c'est pas contrôlé parce que c'est un vrai métier. La plupart des gens qui font des liens vers toi naturels, en général, ça va être ta marque, cliquez ici, Ou l'URL directement. l'URL directement. Et c'est en général, malheureusement, que quand. Et là, du coup, on rentre dans des choses que Google déconseille de faire. Hein. Donc là, on est déjà un peu dans du grès. C'est de discuter avec les marques pour choisir la page qui va être la page source, l'encre qui va être utilisée, et surtout vers quelle page on va envoyer le lien, quoi. Et ça, vraiment, c'est le point commun. La plupart des gens qui viennent nous voir, ils ont que des liens, marque, cliquez ici, découvrir, machin. Et ça fait vraiment la différence. Et c'est un point hyper important parce qu'effectivement, Google recommande au début, bien évidemment, de privilégier quand on commence les liens naturels. Mais effectivement, au bout d'un moment, quand on veut commencer à améliorer notre positionnement sur des mots-clés, il faut, comme tu l'as très bien dit, choisir les bonnes encres de liens. Et c'est bien qu'on mette les termes de grade dessus. Typiquement, c'est quelque chose que je fais toujours personnellement. On en parlait dans la saison, je crois que c'était avec Nicolas. Ouais. Quand on vient en matière de backlinks, quand je vais vraiment le sélectionner, tu vois, je vais vraiment mettre l'URL du site sur Ahref, je vais regarder ces top pages, je vais regarder celles qui font sens par rapport à celles que je veux linker. Je vais vraiment aller dans le site, lui proposer un passage, lui proposer mon URL, lui proposer l'encre exactement, vraiment mâcher le travail pour qu'il derrière il n'ait plus qu'à se dire ok je le place et pas à réfléchir où le mettre. Et c'est vrai que
c'est pas vraiment de la manipulation. Entre guillemets, oui. C'est pour ça qu'on est Ça, c'est sur ce que Google déconseille de faire déjà. Ouais, Ça, effectivement. Ouais. Effectivement. Mais on n'a pas le choix parce qu'effectivement, avoir des bons backlinks sur les bonnes encres est un moyen d'améliorer ton positionnement sur un mot-clé parce que tes concurrents vont aussi le faire et donc il faut pas s'en priver si on veut aussi En fait, c'est passer devant eux. c'est même avant ça suffisait et Mm. et je pense que maintenant c'est justement il faut faire plus de white qu'avant. C'est-à-dire qu'à une époque où faire ça suffisait, faire que des articles sponsors ou même des PBN Ouais. suffisait. Aujourd'hui sur des mots-clés concurrentiels, il y a quand même l'aspect maintenant d'autorité, d'entité de la marque, etc. Donc tu vas être obligé de faire des choses un peu plus white, Bien sûr. des articles, des infographies, des réseaux sociaux, même si ça n'a pas d'impact direct sur le SEO. Ça forge ton identité, Bien ça sûr. forge ton knowledge graph, ça forge tout ça, à Wikipédia, enfin, toutes ces choses-là font que tu vas émerger comme une marque Bien sûr. et ça va t'aider aussi. Ça suffit plus de faire juste d'articles sponsors comme avant, Mm. mais c'est pas que ça suffit plus, mais c'est qu'encore quand même hyper important d'avoir des liens avec des encres qui contiennent des mots-clés ou en tout cas des intentions de recherche que tu cibles. Et personne va me faire croire que tu peux faire du SEO sans faire ça. C'est clair. Peut-être sur des super niches que personne ne connaît encore, Ouais. mais dire que Nouveau, ouais, un truc quand, tout quand, nouveau quand qui on vient lit d'apparaître. sur LinkedIn ou autre que les backlinks ça sert à rien, c'est faux Ouais, enfin sauf sur des mots-clés en effet. Oui, Où nous comme on on a des disait, clients par tout exemple. niché quoi, où tu peux te positionner, mais Ouais. du coup c'est ce que disait hier Sylvain, c'est les mots-clés où tu as besoin que de contenu pour te positionner. C'est Ouais. pas où tu pas besoin de backlinks quoi, tu vois, c'est où Mais le c'est vrai que tu as contenu des suffit. business qui marchent comme ça. On a un client par exemple qui fait 800 000 de trafic par mois Mm. avec que des requêtes qui sont à zéro de volume de recherche sur SEMrush. Parce que c'est hyper niche. En gros, il est positionné sur des mots-clés avis plus Mm. marque de dropshipping, marque de porno, des trucs souvent temporaires d'ailleurs, des marques qui existent pendant 2 semaines. Mm. Donc les outils vont pas détecter de volume, mais lui, il a 200 000 pages comme ça. Ouais. Et en fait, c'est hyper long traîne et ça fait énormément de trafic. Donc oui, lui, il n'a pas de backlinks, il n'a pas d'encre Mm. optimisée sur ses pages et il fait du trafic. Mais de faire croire aux gens, et notamment aux SEO qui démarraient, que c'est ça le SEO, Ouais. bah, c'est se tromper. C'est des cas Se tirer exceptionnels. une balle dans le pied. La plupart des gens qui veulent émerger, qui veulent, je sais pas, chaussures Nike, enfin, des requêtes e-commerce, des requêtes traditionnelles, et ben il va falloir regarder grâce à des outils comme, je sais pas, SEO Observer ou Babartex, tout ça, regarder combien de backlinks, combien de contenu, avoir des KPI très concrètes de ses concurrents. Le SEO, c'est pas être le meilleur, c'est pas suivre des tutos, c'est juste faire un peu mieux que les autres. Ouais, exactement. Et tu parlais d'un truc intéressant, c'était de devenir une entité aux yeux de Google. Alors aujourd'hui, si tu fais une recherche Google, moi je pensais à une recherche toute bête, mais c'était, enfin toute bête, pas du tout. C'était cocon sémantique. Si tu fais cocon sémantique, tu tapes sur image, bah, en fait tu vois Laurent Borelli qui est noté tout en haut. Donc c'est les entités en fait que Ouais. Google reconnaît. Et Laurent Borelli, qui est un référenceur français, je pense que toute l'audience connaît, mais il a réussi à créer une telle marque qu'aujourd'hui, bah, tu cherches cocon sémantique, même Google identifie que Ouais. Coco Sémantique, c'est Laurent Borelli, même si tout le monde travaille un petit peu là-dessus. Et c'est vrai que de devenir une entité en devenant une marque par des guest posts à droite à gauche, par des liens que tu vas aller chercher, Ouais. ça devient clé aux yeux de Google aujourd'hui. Et ça, c'est assez récent. Je pense que c'est depuis que Google a développé des algorithmes comme BERT, MUM, qui font de l'IA. En gros, depuis qu'ils font vraiment de l'IA poussée et du machine learning, Mm. que l'entité est devenue importante. Et du coup, c'est pour ça qu'on a des cas de figure où des clients avec qui on a fait pourtant des backlinks hyper optimisés sur des encres, etc., ne fonctionnent pas. On a même des cas de figure de clients que je ne vais pas citer parce que c'est quand même triste, qui disparaissent sur leur marque ou qui ne rankent pas sur leur propre marque parce que en face, ils ont des mecs qui ont des marques proches ou des homonymes, mais qui eux ont du social media, une vraie présence qui fait que Google en fait a associé ce terme, ce mot-clé à une entité, Ok. et ce qui n'est pas la leur. Ouais. Donc ça, c'est très problématique. Donc c'est pour ça qu'il faut. Moi, je dis pas que le social media, l'UX ont un impact direct sur le SEO. Je suis pas de cela, mais c'est clair qu'avoir une marque, travailler votre branding va vous aider Bien sûr. clairement sur la partie entité et C'est donc clair. sur la partie backlinks. C'est un tout. Ouais. C'est de montrer à Google plein de bouts de fiabilité et de confiance pour qu'au final qu'ils puissent. Parce qu'il n'est pas humain, il y a un robot à satisfaire derrière. Effectivement, tous ces éléments-là vont. On peut pas garantir que ça aide concrètement, mais C'est ça. il faut les tester. Puis on voit maintenant avec TikTok qui est affiché carrément sur la SERP. Ouais, bien sûr.
Donc, Ah bah voilà. tu peux ranker sur... Maintenant, la plupart des noms rankent sur leur profil LinkedIn. Ouais. Enfin, c'est effectivement Ouais. hyper, Ouais. hyper important. Je te laisse Ouais, chercher c'était un peu long, non? Du coup, c'est Ah, bon, bah, pas faire aussi long à chaque papier. Maintenant, il espère tomber sur un truc un peu plus simple c'est que ça. petit SEO. Est-ce qu'on Alors, s'est qui trompé? suivre en SEO sur Twitter? Ah bah voilà. Twitter ou d'autres aussi réseaux, hein. Mm. Alors, T'es sur Twitter, toi? Ouais. ouais, je suis sur Twitter, mais on est surtout sur LinkedIn Mm. et ça a plutôt bien marché sur LinkedIn. Du coup, c'est là où on a mis notre énergie. Et là, on vient de lancer, bon, ça n'a rien à voir avec la question, mais on vient de lancer aussi TikTok et YouTube Ok. et tout ce qui est contenu un peu plus riche parce qu'on pense que ça marche bien. Alors, qui suivre? Eh ben, donc, on a cité Laurent Bourrelli, je vais le redire parce que pour moi, c'est une référence et il fait beaucoup de contenu justement en vidéo. C'est hyper intéressant. Puis, il a un côté no bullshit Mm. sur lequel moi j'adhère parce que voilà, j'aime bien enfoncer les portes ouvertes, j'aime bien justement dire ce que je pense de certaines pratiques SEO et lui, il est encore plus loin il ose quoi. Ouais. Mm. Il défonce un petit peu tout le monde. Donc ça, c'est un plaisir de le suivre. On parlait de Romain Pirotte aussi tout à l'heure. Ouais. Hyper intéressant à suivre parce que lui, pour le coup, il teste pas mal de Mm. choses. Il a testé beaucoup de choses dans le PBN, les EMD, l'IA, Ouais. etc. Très bon gars. Ouais. Un que j'aime bien aussi, plus dans la pédagogie, c'est Guillaume Giraudet Ouais. de l'agence 209 Agency. C'est vrai. En plus, je cite tu vois, des concurrents, hein, donc c'est là on voit Mm, qu'on mm, est tous, on s'apprécie tous. J'avais fait pas mal de contenu avec lui et je rêve toujours de faire d'ailleurs un podcast et des vidéos avec Guillaume. Et j'aime bien le côté vraiment pédagogique, didactique qu'il a. mm. Euh, et après, il y a beaucoup de gens à l'étranger aussi. Euh, les Américains ont une vision assez différente du SEO, beaucoup plus content marketing, Ouais. Ouais. etc. Et puis il y a Aeleda Solis, que moi j'adore, qu'il faut absolument suivre parce qu'elle elle teste aussi plein de trucs et elle est tout le temps en avance et tout sur les sujets. Puis voilà, j'en oublie sûrement plein, mais. Puis François Dragon aussi, évidemment. Ouais, bon. Allez, Et allez, si. Thomas Victor Meyer, Meyer, SEO. évidemment. C'est clair. Et Tom, toi, t'as peut-être quelqu'un que tu veux citer Twitter que tu suis. Après moi, j'en ai d'autres aussi, mais. Ouais, bah, moi, pour rester sur la sphère américaine, moi je suis beaucoup Steve Toss, que j'aime beaucoup, canadien d'ailleurs. Très bon créateur. J'avais beaucoup commencé avec Brian Dean de Backlinko, qui effectivement est très centré sur l'aspect marketing, search et content. Et pour en citer un dernier où je vais potentiellement bientôt suivre sa formation, c'est Christina Azarenko, Ah ouais. la nana aux cheveux rouges sur Twitter, qui est très douée en SEO technique et qui Ouais. balance vraiment des très bons conseils là-dessus. Et voilà, si je devais en citer trois, bon là les trois sont pas français, mais comme ça permet de donner aussi d'autres références peut-être que celles qu'on voit toujours. Et toi? Moi, j'ajoute Kevin Indig. Ouais. Euh, Shopify. Ex, en fait. Ex head of Shopify, SEO ouais. de Shopify, qui teste beaucoup de choses, partage beaucoup de choses, qui a une super newsletter aussi. Et après, je pense à ça c'est LinkedIn pour le coup, non mais il est aussi sur Twitter maintenant, c'est Jake Ward. Ward, Ouais. exactement, W-A-R-D, qui est un mec aussi qui fait du SEO, du contenu, un peu de l'édition de site, et qui a vraiment percé sur LinkedIn, mais c'est vraiment puissant, je trouve, ce qu'il a fait sur la sphère anglophone, et qui partage aussi des trucs intéressants, je trouve. Donc, Ouais, voilà. une C'est marrant, grosse communauté. les Américains, je trouve, ils ont vraiment. Enfin, c'est très différent la sphère américaine de la sphère française. Pour le coup, je trouve on n'a rien à envier dans plein d'autres secteurs d'activité. On va pas commencer à faire de la politique, mais dans plein de secteurs d'activité, je pense que la France, on est peut-être plus au taquet Ouais, leader. ouais. Mais sur le SEO, on n'a rien à envier. Ouais, Sur des c'est outils, clair. voilà, on a cité plein des outils tout à l'heure qui sont vraiment très très bons pour moi. Et rien à envier avec des outils américains, voire meilleurs. Ouais, très Et, avancé. Il y en a qu'on n'a pas cité, OnCrawl, on peut les citer, ouais, tout ça, c'est super outils. Autant, donc on n'a rien à envier, mais ils sont quand même très différents, et surtout sur la partie content marketing. Nous, on a des clients aussi aux Approche États-Unis, on a différente. beaucoup travaillé là-bas, et pour eux, le SEO, c'est très white. J'étais assez surpris d'ailleurs de ça, parce que moi, quand j'ai commencé à travailler aux États-Unis, je m'attendais à ce qu'ils soient encore plus black que nous, et tout, parce que c'est la source, quoi. Ouais. Google, c'est chez eux. Et en fait, je les ai trouvés plus white que nous, en fait. Peut-être parce qu'ils écoutent, ils sont plus proches de la source, du coup, ils écoutent plus la source, et peut-être ils sont moins loin, du coup, moins dans le hack que nous. Mais ils étaient très white, mais du coup, c'est les meilleurs. En content marketing, notamment B2B, c'est des monstres. Moi, j'ai travaillé avec des gars qui faisaient 8000, 10 000 pages, 10 000 mots pardon, par page, avec vraiment une analyse du sujet hyper poussée. Et pour eux, le SEO,
j'ai l'impression, hein, pour discuter avec les SEO aux États-Unis, c'est réussir à positionner les trucs tout en respectant les guidelines Google, quoi. Mhm. Donc c'est presque, pour moi, c'est encore plus difficile, tu vois. Pour moi, moi j'arrive à le faire parce que pour moi, je suis un peu dans le hack, Ouais, ouais. les backlinks, ces trucs, du coup, paf, ça marche. Eux, j'ai l'impression qu'ils sont là, non, non, nous, on va suivre les guidelines et on va réussir quand même. Ouais. Et du coup, ils font des trucs, voilà, du link baiting, des trucs très carrés. Mais par contre, sur la sphère backlinks, j'ai beaucoup plus galéré là-bas à trouver des backlinks, à acheter des liens, à faire du guest booking parce que c'était moins dans leur mentalité, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et puis aussi, il y a un peu, pas la barrière de la langue, mais c'est aussi c'est plus facile de créer son Ouais. réseau parce que ça vient beaucoup du réseau aussi, le netlinking. Vraiment, quand tu passes pas par des plateformes ou quand tu veux vraiment aller chercher du lien quali, c'est vrai qu'avoir un réseau, ça peut aider. Ouais. Et tu vois, je le vois avec Live Mentor, on avait fait beaucoup de guest posts. Bah, aujourd'hui, c'est des contacts que je continue de solliciter pour différents clients. Et c'est hyper important d'avoir aussi, à force du temps, de créer aussi son propre réseau de netlinking. C'est clair. Troisième papier. Allez, c'est parti. Comment tu expliques le SEO à tes grands-parents? Ah, j'ai jamais tombé celle-là. Ouais, et je Ouais, vais tomber. ouais. Depuis l'an dernier, parce qu'elle était déjà Ouais. l'an dernier. Hein. Donc là, voilà, imagine, t'es à Noël, il y a une tata Ginette qui te demande t'es informaticien, toi, ou qu'est-ce que Alors, tu fais? c'est en général ce qu'elle pense. On m'a déjà J'ai mon demandé. imprimante qui est en rate, tu peux venir m'aider Non, mais on m'a déjà vraiment demandé ça. Vous aussi, j'ai déjà une voisine qui est dans l'ascenseur, m'a demandé d'aller venir Bah réparer oui, tu son dois imprimante. savoir, t'es informaticien après tout. C'est ça. Donc, eh ben, c'est une vraie question. J'en ai discuté avec mes parents récemment. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils ne comprenaient pas ce que je faisais, tu vois. Mhm. Et du coup, on reste en surface, tu vois, on dit Mhm. Internet, etc., Google, et ils comprennent, mais ça les intéresse pas, et ils n'ont pas de compréhension vraiment du sujet, quoi. Donc en gros, comment je leur dis? Je leur dis, bah, toi, quand tu vas sur Google, taper un mot-clé, il y a des sites qui apparaissent. Mm. Il y a des sites, les sites qui apparaissent en premier, c'est de la publicité, et les sites qui apparaissent un peu en dessous, bah, c'est des résultats naturels. Mon métier, bah, pour le coup, c'est les deux, donc c'est simple, c'est de faire en sorte d'être premier. Voilà. Et je vais pas aller dans l'explication de Oui, comment, parce que ouais, forcément. c'est assez compliqué. On disait tout à l'heure, c'est un des métiers les plus transversaux qui existent. Du coup, c'est compliqué en fait d'expliquer tout ça parce que les mecs ne comprennent pas. Ils disent, mais attends, du coup, t'es dev, Mm. tu fais du contenu, Ouais, c'est ça. tu fais du Ouais. sales limite parce Ils que voient comment ça marche à peu Bah près, ouais. il y a Google, il y a un classement, mais pas concrètement comment tu fais pour arriver. on a des gens chez nous qui sont payés uniquement pour aller faire du backlink. En fait, c'est des métiers de sales Mm. presque. Mm. Ouais. Et d'autres, c'est des Ouais. tech. Donc, il y a tellement de métiers différents et de choses qu'en fait, les gens ne comprennent pas. Ils se disent, mais attends, du coup, c'est pas un domaine, c'est Ouais. plusieurs domaines. En fait. Ça, c'est hyper intéressant. On le rappelle pour notre audience, parce que même il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui s'intéressent au SEO, qui savent pas trop par où commencer. Bah, il y a des spécialités en SEO. Des fois, même, c'est intéressant en freelance, si tu sais pas trop par où commencer, plutôt que d'éviter d'être généraliste, de te spécialiser sur quelque chose. Ça peut être le pilier technique sur le e-commerce. Ça peut être, tu vois, et c'est comme ça que les personnes après, là on parle vraiment plus d'image de marque ou autre, mais par exemple si ce soir j'ai envie de manger des sushis, je vais pas aller dans un resto qui vend des burgers, des kebabs et des sushis. Je vais aller chez Ça un- existe, hein, mais... Ça existe, Ça existe, mais je vais aller chez ouais, un c'est fucking clair. professionnel du sushi. Et je trouve que c'est pareil aussi dans le freelancing, qui est de se surspécialiser à la fois sur le métier, donc SEO, e-commerce, etc., et sur la thématique. Moi, par exemple, je sais qu'il y a un domaine qui m'a beaucoup plu, c'est le domaine de la formation. Tu vois, que ce soit avec Live Mentor, avec DataBird, avec d'autres clients dans ce secteur, c'est un secteur que j'aime beaucoup. Et globalement, bah, quand quelqu'un derrière te recommande d'autres, bah, on vient vers toi pour ça. C'est un gars qui fait du SEO dans tel domaine. Ouais. Ouais, c'est un gars qui fait de la photographie pour start-up, de la photographie pour bébé. Et c'est vraiment le fait de se surspécialiser, ça permet vraiment de créer quelque chose, de créer une légitimité et qu'on pense à toi quoi, directement. J'avais rencontré à Londres un mec qui faisait une agence SEO que pour les avocats. Ok. Ah ouais. Ouais, tu vois. Ouais. Vraiment, là, pour le coup, super niche. Mais du coup, il se passait le mot. Je pense qu'il devait avoir 30% des Ouais. avocats de Londres. Ouais, Et le mec, il était. Mais du coup, c'était hyper productisé, quoi. Parce que il savait qu'il avait un service, il savait exactement quel type de site il fallait pour ranker. mais ils doivent tout Ouais. dégommer du coup. Donc sur voilà, ça, parce que c'est c'est des très fort. surexperts et forcément il y aura pas mieux qu'eux. Ça, Si je t'es pense que avocat, c'est un bon, tu vas. c'est un bon conseil, en effet, pour des mecs qui débarquent ou des free. Parce que moi, j'ai toujours été plutôt. Que ce soit en recrutant ou ce que moi je fais, j'ai toujours préféré l'hyperspécialisation. Et tu vois, on voit de plus en plus d'agences qui font plein de trucs. On peut pas tout Euh, faire.
Et voilà, et Bien. on a plutôt fait le choix de faire que du search. Mm. Et on a créé une autre structure, récemment, la Wizards, petite pub, pour le social ads. Mais Mm. c'est à part, avec un autre casting, une autre ADN, etc. Notre associé. Voilà, c'est Ouais. ça, exactement. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, un peu le fait de pas forcément faire plus, mais choisir un domaine et le faire bien, quoi. Ouais, en tout cas, Mm. voilà. Moi, c'est ça que je kiffe faire et je pense que c'est ça qui plaît à nos clients. Ouais. On a Et fait les ben, 3 On a papiers. fait les 3, ouais. On va passer à la crème de la On peut crème. passer à la crème de la crème. Jingle. Jingle. Avant-dernier format de ce podcast, la crème de la crème. Toi qui as regardé un peu les épisodes de Position Zéro, tu doutes peut-être de à quoi tu vas avoir droit. Ouais, j'ai hâte. Crème de la crème, on va s'intéresser de plus près à tes spécialités, à ce que tu aimes faire. Bon, on le sait, parce que pour en avoir beaucoup parlé en off, je sais que tu es un grand fan, comme tu l'as dit également en introduction, d'automatisation dans le SEO. Tu soulignais l'importance de l'automatisation dans ce secteur et le gain de temps que ça peut permettre aux consultants, notamment pour se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, quelles sont les actions globalement que tu recommandes, que tu recommanderais sur la partie automatisation? Et peut-être nous citer quelques exemples concrets pour les auditeurs qui nous regardent et qui peut-être à leur niveau aimeraient aussi peut-être mettre en place des petites premières stratégies d'automatisation pour gagner du temps sur des tâches peut-être chronophages. Ouais, clairement. Pour moi, l'automatisation, c'est vraiment le plus important parce que optimiser son temps, c'est évidemment de l'argent. Voilà, c'est du temps qu'on passe pas ailleurs, etc. Mais c'est aussi se focaliser sur des choses qu'on kiffe et des choses qu'on kiffe moins, pouvoir finalement les confier au robot, tu vois, confier à l'automatisation. La première chose que je recommanderais d'automatiser quand tu fais du SEO, c'est la collecte et l'analyse des mots-clés. C'est parce que c'est la phase la plus essentielle pour moi de la stratégie, c'est d'avoir une liste de mots-clés complète et clean. Et si tu te trompes de liste de mots-clés au départ, soit elle est trop fermée et du coup tu vas oublier des pans entiers, des intentions de recherche entières de business pour ton client, soit elle est trop large et là tu vas te perdre. Il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui et la plupart de ces outils ont des API. Voilà, Href, SEMrush, etc. Alors c'est pas les moins chers, mais il y a aussi des API Google qui existent. Il y a tout un tas d'outils de scrap aussi qui existent, Phantom Buster et tout, pour essayer d'aller chercher un petit peu des choses. Essayez d'aller scraper ou collecter via des API tout un tas de mots-clés dans un premier temps. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'aller choper le max de mots-clés possible. Et ensuite, les retraiter. Et là, pour les retraiter, tu m'aurais posé la question il y a quelques années, je t'aurais dit, tu galères. Maintenant, avec GPT, qui est très fort en clusterisation, tu peux vraiment regrouper tes mots-clés par corpus sémantique, par typologie de mots-clés. Donc, tu passes de 10 000 à peut-être, 5 000 ou 3 000. Gros gain de temps. C'est un gros gain de temps, évidemment. Il y a une autre manière aussi, mais qui est un peu plus tricky. Et après, on parlera peut-être des moyens, justement, d'automatiser tout ça vraiment concrètement, mais c'est que nous, on a fait à l'agence. C'est ce qu'on appelle le keyword overlap. C'est d'aller regarder la SERP. Donc tu collectes la SERP at scale. Nous on utilise SERP API pour ça, mais il y a plein d'autres outils qui sont utilisés. Donc les 100 résultats de chaque mot-clé. Et en comparant en fait les SERP contre les mots-clés, la similarité des SERP, en fait tu arrives très vite à détecter quels mots-clés en fait sont les mêmes. Sont juste des termes de recherche de la même intention de recherche. Ouais. Nous on considère que s'il y a un keyword overlap de plus de 30%, 40%, ça veut dire que c'est quasiment la même intention de recherche. Par exemple, définition SEO et qu'est-ce que le SEO, je pense Gros risque de duplicate. Ouais, mais tu vois, GPT ou même Google Cloud, etc., ils vont avoir du mal à mettre ça dans la même sémantique, parce que c'est pas les mêmes mots, alors que c'est la même intention de recherche. Et on sait très bien que du coup, une intention de recherche, une page, c'est la clé du SEO, donc faut pas se tromper. Et donc le keyword overlap, ça marche bien, mais par contre là, ça veut dire on va te passer par des outils comme SERP API et autres, parce que bon, tu vas pas te taper les SERP de tous tes mots-clés. Donc là, SERP API, nous, ça nous permet vraiment d'automatiser. On prend 10 000 mots-clés, 100 résultats de chacun de ces 10 000 mots-clés, et là, on a une data qui est folle. Donc ça, c'est vraiment la collecte, l'analyse, le clean des mots-clés. Et quand tu commences à travailler, en fait, quand le consultant chez nous, il commence à travailler,
il a déjà une liste de mots, d'intention de recherche même, Mm. clean. Ouais. Et après, dans les moyens de le faire, donc les outils, je les ai cités, donc SERP API pour la SERP, ça marche bien, SEMrush, Href, ça marche bien pour on va dire pour la data, Search Volume, etc. Les API aussi de Google, on n'a pas cité la Google Search Console, Bien évidemment. Donc recroiser avec votre propre data pour voir si c'est des mots-clés sur lesquels vous êtes déjà présent. Google Suggest, l'API Google Suggest, elle est assez ouverte et elle est gratos, je crois. Ok, ça semble dire. Ouais, parce que c'est pas le cas de toutes les API. Donc là, vous pouvez, il y a des scripts vous tapez Google Suggest, Python, des choses comme ça sur Google, vous allez trouver des librairies de gars qui ont réussi assez finement en fait à avoir pas que les 10 premiers résultats, mais genre très, très rapidement des centaines de suggests sur un mot-clé, quoi. Donc ça, pareil, donc ces automatisations-là, elles sont très intéressantes. Pour la façon de les opérer, bah, tu peux passer par des outils comme Make, Zapier, etc., qui se connectent assez bien aux API, mais c'est quand même assez limité. Moi, je conseille quand même, et je pense que vous avez d'autres gars qui viendront dire ça aussi, que si tu es un bon SEO, il faut à un moment donné que tu fasses un tout petit peu de dev, et par exemple du Python ou du R, qui sont des langages vraiment adaptés pour travailler avec ces API et faire ces automatisations-là. Un truc qui est hyper intéressant, que même moi je fais, alors pourtant je sais dev ces choses-là, c'est que je demande à ChatGPT de me créer un script en Python pour faire ça. Et ça marche bien. Moi je l'utilisais au départ pour debug, mais maintenant j'utilise même pour créer des choses. Donc tu lui dis, fais-moi un script en Python qui va scraper la serre de Google, quoi. Et il faut plusieurs essais, mais il va te le faire. Donc c'est ouvert, vraiment, c'est ouvert à tout le monde aujourd'hui. Ça, c'est un gros point, je pense, c'est qu'on parle de code, alors faut vraiment l'apprendre, mais en plus aujourd'hui, t'as ChatGPT qui peut t'aider, qui peut te corriger des trucs, qui peut même te faire des scripts, effectivement. Donc, débugger. Il y a Copilot aussi qui fait ça, Copilot qui fait ça. Donc, Et effectivement avec Make, alors moi je l'avais un petit peu fait sur des requêtes. En gros tu vas dire à Make de parler avec une API et lui il va pouvoir te mettre des informations sur un CSV, sur un Google Sheet, tout ce genre de choses. Le problème effectivement c'est que quand tu fais de la grosse donnée, si tu veux chercher 10 000 mots-clés, ça va commencer à être un peu plus limité, quoi. Au début tu commences comme ça, moi je conseille de commencer comme ça sur Make, Zapier. Et si t'es une agence ou si t'es un free SEO qui est ambitieux, etc., à un moment donné, tu vas devoir passer un peu à du DevSP. Tu t'achètes une virtual machine sur Google, Amazon, ou encore plus sympa en France, Scaleway par exemple, comme ça, Cocorico. Et c'est pas très cher en plus. Et ensuite, franchement, moi j'ai testé parce que j'avais envie d'automatiser même la création des serveurs et tout, parce que je suis un peu taré. Et ChatGPT peut même t'aider à setup ton serveur. Tu vois, dis-moi comment installer Python sur ma virtual machine. Il te le fait. Comment ensuite t'installes les librairies Python nécessaires à faire du scrap. Et ensuite, une fois que t'es prêt, là tu commences à créer tes petits scripts. Tu vas plus être dépendant de la vitesse d'exécution ou de l'imitation de Make ou Zapier. Et tu vas pouvoir faire vraiment les choses qui sont les plus intéressantes pour toi, pour tes consultants et puis pour tes clients, quoi. La virtual machine, peut-être pour préciser, je pense que c'est le fait qu'au bout d'un moment, ton ordinateur, il est limité. Si tu veux faire, si tu veux aller scraper 100 000 résultats Google, ton ordinateur, il va être un peu limité. Et du coup, tu utilises des virtual machines que tu achètes, par exemple, sur Scaleway, et tu les fais travailler à la place de ton ordi, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, nous, on a des MacBooks, mais c'est pas des machines de guerre non plus, donc parfois, ça suffit pas. C'est quand même cool de pouvoir aussi lancer un script et le fermer et aller déj. C'est vrai. Et merde, j'avais lancé un script. Là, c'était sur ta virtual machine, donc tu peux fermer ton PC. L'audit, il continue de tourner, etc. Donc c'est quand même, il y a une sérénité d'esprit. Mais bon, commencer déjà avec des choses comme Make et Zapier, c'est très bien. Et il faut avoir cet état d'esprit. Et je pense que la première automatisation, c'est les mots-clés, parce qu'on sait que c'est le nerf de la guerre, les mots-clés, et qu'il n'y a rien de pire que d'avoir 100 000 mots-clés et d'être perdu dedans, quoi. C'est clair. Puis Zapier, très simple d'utilisation, très incentive. Franchement, c'est un des premiers outils qu'on mentionne en termes d'automatisation. Ils sont très forts en SEO eux-mêmes, d'ailleurs. Full API, bon SEO, exactement. C'est Zapier, je recommande vraiment pour créer toutes sortes d'automatisation. Ils ont énormément d'API, donc c'est hyper pratique.
Et Make, je suis désolé, mais je peux pas m'empêcher, il faut que je cite mon ami Shubham qui fait un super boulot et qui a une formation Make que moi j'ai suivie et qui m'a vraiment fait passer à un step. Donc Make, c'est un outil d'automatisation qui permet d'automatiser plein de choses, hein. Ça peut être l'envoi d'emails, ça peut être plein de choses. Et effectivement, de plus en plus pour le SEO, je l'utilise. Même juste pour aller chercher de la donnée, je voulais créer un site sur quel oiseau se trouve dans différentes villes de France. Bah en fait, j'ai trouvé une API et avec Make en no-code, ça m'a permis d'avoir pour chaque ville une liste en fait d'oiseaux que tu trouves à chaque fois. Je donne juste un exemple, hein, mais voilà. Ils se sont beaucoup améliorés, mec, et je trouve aussi c'est plus UX-friendly aussi qu'avant. Oui. Et tu peux connecter plein d'API, même GPT justement, Ouais. dessus. Donc il n'y a pas trop de limites en fait, c'est plus le temps que tu mets dedans et Ouais. donc c'est canon quoi. Et comme tu l'as dit François, en plus c'est vrai que là on parle de virtual machine, de trucs, ça peut faire peur. Bah tu commences en fait par automatiser un truc, petite recherche de mots-clés, 500 mots, avec Make, et puis après bah, petit à petit en fait tu te retrouves vite à... Puis il y a un côté, moi je me rappelle, on a fait ça, c'était tout début en 2018-2019, il y a un côté grisant quand même aussi. Tu vois le truc, ça marche, ton petit script il marche, il t'a collecté tes mots-clés, depuis la Search Console, SEMrush, Suggest et tout, et ça arrive tout propre. Tu t'es conscient que ça t'a fait gagner du temps, et puis il y a un petit côté kiffant quand même d'avoir réussi à faire ça. Donc c'est cool. Et si tu devais là par exemple citer, on parlait des mots-clés là, toi, un outil vraiment cool que tu utiliserais en API en termes de pertinence du choix de mots-clés, lequel ce serait? Alors je sais pas si ça va te plaire, moi je laisse suis plutôt tenter, Team ça. SEMrush, grosse pub, mais après bon, tout le monde, beaucoup de gens connaissent, ils ont pas besoin de ma pub. Je l'utilise parce que je trouve leur API très complète, et on n'utilise quasiment que leur API aujourd'hui, d'ailleurs. Désolé pour leur interface qui est top, mais leur API elle est complète, elle est rapide, on n'a pas trop de timing, comment on appelle ça, timeout. Et puis le rapport qualité-prix, mais après je sais que Href, qui est un outil que j'utilise aussi, est très bon, a une super API aussi. Quand tu commences à jouer avec ces API là et à ensuite envoyer la donnée dans tes bases de données ou dans tes Google Sheets ou ce que tu veux, c'est vrai que c'est compliqué après de revenir à un usage manuel mot-clé par mot-clé sur l'interface. Ça t'ouvre une sorte de champ des possibles du scaling en fait qui est assez folle quoi. Et est-ce que tu as d'autres exemples d'automatisation un peu que tu voudrais citer Ouais, donc c'est pour la première, peut-être la plus importante. La deuxième que moi je citerais, c'est sur la partie technique. On a cité tout à l'heure l'importance de la partie technique. Le problème, c'est que souvent, en fait, les gens font des audits techniques une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois. Parce que ça prend du temps, parce que voilà, faut faire appel à une agence ou un free. Alors que peut-être pendant ces 6 mois, pendant ces 3 mois, il y avait plein de merde technique. Qui n'ont même pas été détectés. Et l'automatisation, là, ça va être de faire en sorte de pouvoir en fait avoir des audits techniques qui run tout seuls, qui font remonter les anomalies. Après, la fréquence, à toi de le définir. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir un audit technique du matin, même s'il y en a des outils qui le font. Nous, on le fait toutes les semaines. C'est déjà, je trouve, assez ambitieux. Mais tu peux le faire une fois par mois. Et en fait, là, l'automatisation, ça va être d'utiliser des outils même avec lesquels vous pouvez faire des choses manuelles, comme Screaming Frog, qui est un outil que j'adore parce qu'il est pas très cher, parce qu'il est précis, il est updaté très souvent. Et en fait, Screaming Frog, il y a une version que tu peux mettre sur une virtual machine par exemple. Tu l'installes comme tu installerais un logiciel sur PC. Et en fait, ce qui est bien avec les virtual machines, mais tu peux le faire aussi avec un Make ou autre, c'est que tu peux lui mettre un cron ou en tout cas un script à temps régulier, toutes les semaines, tous les jours, etc. Où ça lance un streaming en fait. Et donc nous, on a un Screaming Frog qui tourne pour tous nos clients une fois par semaine. Et ça envoie dans une base de données, enfin ça l'envoie où tu veux. Nous on l'envoie dans une base de données, on l'envoie aussi dans le Google Sheets de nos clients. Et donc ils ont la date, le nombre d'erreurs 404, enfin toutes les métriques classiques du SEO technique, mais de manière régulière. Et ça fait la différence parce que du coup on détecte des clients qui sont hackés, on détecte des refontes, les mecs nous ont pas dit classique. Voilà. Ah, vous avez fait une refonte il y a 3 jours. On détecte une vitesse de chargement de PageSpeed qui aurait diminué parce que ils ont fait des conneries, ils ont mis plein d'images très lourdes, etc. Donc la régularité pour moi en SEO, l'automatisation des techniques, ça fait vraiment la différence et ça évite d'avoir le schéma classique de il faut que je refasse un audit technique tous les trimestres ou tous les 6 mois. Et ça, tu passes par quel outil pour automatiser? Enfin, tu utilises Screaming, mais...
Alors nous on utilise Screaming Frog et Screaming Frog en plus ce qui est assez intéressant c'est que si tu l'automatises tu peux assez facilement l'envoyer dans un Looker Studio, des choses comme ça pour avoir de la data. Donc, pour l'automatisation on va dire un peu from scratch parce que c'est un peu la question. Pour moi je recommande tout simplement d'avoir un Screaming Frog soit sur un PC soit sur Virtual Machine qui est lancé automatiquement via du Python ou autre une fois par semaine par exemple. Ça c'est très simple. Vous allez sur Screaming Frog CLI, je crois que ça s'appelle, Command Line Interface. Ils ont la documentation Python, ils n'ont pas la documentation. Si on a fait les étapes qu'on a décrites tout à l'heure, ce sera très simple. Donc ça, c'est la partie automatisation. Après, si vous voulez vraiment, si vous avez le budget, etc., il y a des outils qui permettent de le faire. OnCrawl, voilà, encore des outils français. Botify. C'est cher, c'est vrai pour le coup. C'est très cher, mais du coup, eux, ils automatisent les outils techniques et même d'autres choses. Et là, eux, c'est tous les jours. C'est ça. T'as ton Il y a une rapport, grosse équipe derrière. Voilà. Mais je pense que tout le monde n'a pas besoin de ça. Non. C'est quand même un prix par site internet, donc sur des agences ou des freelances, c'est quand même compliqué d'aligner le truc. Mais je pense un Screaming Frog, c'est déjà largement suffisant. Ouais, complètement. Très cool. Et peut-être un dernier point moi je pensais au report SEO. Notamment on a parlé de Looker Studio, mais ça moi je vois avec Live Mentor on le fait, c'est-à-dire chez moi connaître les meilleures pages qui arrivent dans le Looker Studio, les pertes de mots-clés, celles qui sortent du top 10 ou celles qui rentrent dans le top 10, détecter effectivement le nombre de backlinks, ceux qui partent, le différentiel par rapport au mois précédent. Et ça effectivement dans un Looker Studio ça vient directement, tu reçois ton mail avec toutes tes positions chaque début de mois et c'est hyper pratique. Looker Studio c'est top. C'est après comme beaucoup d'outils gratuits de Google, c'est pas forcément le moins buggé, enfin le moins c'est pas le plus facile à utiliser. Ouais, c'est ça, on sent que c'est gratuit et du coup ils mettent pas autant d'amour que dans leur produit payant. Il faut une formation limite pour l'utiliser le truc et puis souvent quand même on rafraîchit et puis ça va synchroniser, on a des petits bugs. Il y a souvent des no data, des bugs de data, c'est infernal. Et tu peux pas trop te plaindre parce que c'est un outil gratuit quand même, donc c'est heureusement il y en a encore. Mais nous, c'est ce qu'on utilise aussi à l'agence. Et du coup, le fait d'avoir fait tout ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire automatiser la technique, le sémantique, et puis on n'a pas parlé, mais on a automatisé aussi l'édito, tout ça, fait que tout ça remonte automatiquement dans un Looker Studio. Et donc, ça permet d'avoir un report qui est vraiment de l'enfer, quoi. Qui plaît, qui a vraiment toute la data hyper intéressante, hyper activable pour les clients au jour le jour, quoi. Donc clairement, ça, c'est un point. Et peut-être un dernier que je citerai dans l'automatisation, qui est évident, et ça m'étonne qu'on n'ait toujours pas cité après une heure de podcast, c'est évidemment le contenu. Automatiser son contenu avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme outil IA. Je pense que ce qui est intéressant, c'est surtout de ne pas faire que du GPT, de ne pas faire que du chat GPT. Aujourd'hui, on a des gens qui mettent un prompt dans le chat GPT, ça reçoit un contenu et qui le balance directement dans leur WordPress ou un truc. Je pense que c'est dangereux. Nous, on parlait tout à l'heure de l'importance des tests. On avait fait des tests à l'époque de sites qu'on avait fait en full IA, à l'époque c'était GPT 3.5 et qu'on a tué comme ça avec des updates. En général c'est les core updates ou les helpful content updates qui ont tué ces sites là. Donc moi je les déconseille. Par contre, créer des automatisations soit avec des machines et du DevSpace, soit carrément avec Make qui le fait très bien. Étape 1, aller chercher des mots-clés. Étape 2, aller regarder qui se positionne sur ces mots-clés. Étape 3, prendre le contenu de ces mecs-là et faire un brief, demander à ChatGPT de s'auto-brief sur les contenus qu'il voit. Là, ça enrichit déjà vraiment l'IA, quoi. Faut lui donner de la matière, Voilà, c'est ça. Tu lui donnes ta patte parce que sinon il n'a aucun référentiel, quoi. C'est ça. Donc nous, on a créé notre propre outil qu'on a appelé WeGPT, parce qu'on appelle tout WeGPT, WeTrain, WeTruc, on est très... voilà. Mais voilà, tu peux le faire avec un make ou des automatisations sur ta machine en Python. Et aujourd'hui, le contenu qui sort avec les nouvelles versions de GPT ou Claude et autres, ou Bard, si c'est bien, s'il y a plusieurs étapes entre les deux et que c'est pas juste un seul prompt, ça fait des trucs vraiment très calmes qui se rapprochent. Et qui rankent. Voilà, nous, ça fait des mois qu'on l'utilise et ça rank et donc ça fait du business, quoi. Si tu arrives, je pense vraiment sur ChatGPT ou d'autres outils, à leur donner l'ensemble des informations, à leur donner même des informations uniques et là à les faire travailler plutôt que juste dire fais-moi un article sur ce mot-clé, je veux me positionner sur Google
Là, tu arrives vraiment à des super résultats et tu automatises plein de choses. Et un autre point aussi, je trouve, c'est l'optimisation sémantique. Parfois, quand tu vas le run, tu vas mettre ton contenu sur un outil et il va te dire, bon, bah voilà, tu devrais ajouter tel terme, que ce soit Your-Text Guru, TOT, SEO Quantum ou d'autres outils encore. En fait, c'est un peu chiant derrière de le faire à la main ou de prendre quelqu'un qui va aller ajouter des mots, qui va aller ajouter des phrases. Et là-dessus, je trouve l'IA aussi peut te faire gagner un temps fou en te générant quelques phrases. Ouais, c'est clair. Et l'importance des mots-clés, des entités, dont on parlait tout à l'heure aussi, de pouvoir détecter, il est assez fort pour ça, dans un texte, quelles sont les entités nommées. Google Cloud le fait très bien aussi, mais bon, voilà, on va pas non plus ajouter 15 000 trucs, 15 000 outils. Et ensuite, s'assurer que ces entités sont bien traitées dans le sujet. Bah là, tu pars avec une longueur d'avance en SEO, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est plus que simplement des mots-clés, mais il y a vraiment la partie entité qui est très forte. Et du coup, là-dessus, tu l'utilises tu lui demandes, en fait, tu lui donnes du texte et tu lui dis, donne-moi les entités dans ce texte-là. Ouais, ok. Cite-moi en général, je lui prends, cite-moi les top mots. Un peu comme Your-Text Guru, quoi, tu vois, c'est l'importance de la sémantique. Et donne-moi les top entités. Et notamment quand on est dans des briefs où, je sais pas, tu fais les meilleurs outils SEO ou un truc où tu as une dimension comparative, il faut absolument qu'il aille pouvoir te trouver des entités parce que sinon il va tourner en rond et juste te dire la meilleure outil SEO c'est l'outil SEO et il citera pas les noms des vrais outils SEO. Tu auras le même contenu que la plupart de tes concurrents. Et c'est ça. Et puis il a un côté un peu auto-centré, où il va partir et tu lui as dit de faire 1000 mots, du coup il va partir en vrille, alors que si tu lui mets des entités nommées, des trucs, Your-Text Guru, on-crawl, machin, en fait ça lui donne aussi une ligne verte, une ligne rouge, quoi. C'est peut-être important de le redire qu'il n'y a pas que le mot-clé principal, et on le voit justement sur parle de Your-Text Guru. Effectivement, on a les mots-clés de tête qui vont être importants, on a les associations de termes qui vont eux aussi être tout importants, et les requêtes associées secondaires, et bien évidemment les entités nommées, tout ce qui est lié de près ou de loin, tout ça. Ça peut être des célébrités, parfois ça peut être des pays, ça peut être des nouveautés, ça peut être des outils, des brevets, etc. Tous ces éléments qui sont liés à votre sujet, ça fait extrêmement de sens aux yeux de Google d'un point de vue sémantique, et il faut y aller, et c'est très intéressant d'aller les chercher sur différents tools pour maximiser justement cette sémantique. Yes. Est-ce que tu automatises aussi un peu du schéma, ça s'écrit, ça se dit en français. Est-ce que tu as un petit peu testé des choses là-dessus ? Ouais, alors historiquement on n'était pas trop e-commerce, on était plutôt B2B, SaaS, etc. Donc on n'est peut-être pas les plus grands experts de ça, parce que historiquement c'était quand même vachement l'e-commerce, les avis, les produits, les marques, etc. Mais on s'y est mis, maintenant on a de plus en plus de clients e-commerce. Donc ouais, c'est quelque chose qu'on fait aussi, et il est assez fort pour ça aussi, GPT ou d'autres. De manière générale, sur le code, c'est quali, c'est même peut-être l'usage que je recommanderais le plus. Et donc de lui faire créer automatiquement une FAQ, même si les FAQ ça a un petit peu disparu aujourd'hui, c'est bien dommage, ou des avis produits, des notes, des choses comme ça. Il le fait assez bien, nous on génère vraiment des pages entières HTML, y compris la section aide, etc. Donc données structurées, title, métadescription, etc. grâce à GPT, quoi. Ouais, c'est cool. Ouais. Bon bah top. Super épisode, hein. Beaucoup d'automatisation. Ouais. Yes. C'était super intéressant. Merci François d'être venu ce matin malgré la pluie, le verglas. Ouais, ça se voit pas, mais j'étais trempé en arrivant. Il faut qu'on précise qu'on tourne un jour où il pleut, mais à un point, on était en 10 minutes de marche, on était tous trempés, quoi. Donc voilà, c'est clair. Ouais, période hivernale. Et merci beaucoup, c'est plaisir. C'est la première fois en plus qu'on se voit en vrai, malgré le fait qu'on a énormément échangé tous les deux. C'est clair, c'est vraiment la période post-Covid où tu sais, genre, on a l'impression d'être potes, mais on s'est Ouais, jamais vu. c'est ouf, hein. C'est C'est ouf, talent, en plus, il y a des visios, des calls, des c'est machins. clair. On s'est jamais pareil avec Clem. Ouais. Je l'ai même pas eu passer dans les bureaux de Live Mentor. Alors que moi, j'adore, donc c'est. Clément, c'est- l'associé son de associé, François, ouais. je précise Ouais, pour ouais, les ouais. auditeurs. C'est vraiment, en plus, c'est marrant parce que vous avez tous les deux des noms de famille d'animaux. Ouais, c'est Clément vrai. Bourdon On avait et- pensé à faire ça au et début. Clément François Bourdon Dragon. Agency, mais on s'est dit non, en fait, ça. On a bien fait d'avoir choisi Google. Bah, top, merci à Merci, c'était un tous de super nous avoir épisode. écoutés. Merci. Et puis merci Tom aussi, et puis à très vite. Hein. Et oui, à très vite. Et puis surtout, on se revoit pour la fin, qui est le dernier passage, le passage sur le grill, qui sera dans une vidéo dédiée. Et on remercie une fois de plus notre sponsor sur cette vidéo, NordVPN. N'oubliez pas le petit code qui se trouve dans la description pour installer votre VPN sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. C'est très pratique. Merci beaucoup. Belle journée à tous et à très vite. Ciao. Ciao, ciao.